Alors Corentin, Oui. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on va parler comics, ça. Ah ouais, c'est incroyable. Bah oui. C'est à croire qu'on n'a jamais fait ça ensemble. Tu sais que on pourrait peut-être écrire des intros avant de se lancer en impro sans savoir comment ça va finir. Non, moi je pense pas. D'accord. Je pense qu'il y a du bien dans l'impro. Les gens aiment l'impro. C'est l'impro dans l'intro. C'est exactement ça. Et voilà. Allez. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues qui est votre revue de bande dessinée, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin ici présent, Oui. nous avons lu des bandes dessinées Oui. et nous avons décidé de vous en parler en podcast. Oui. Et voilà, c'est le principe de cette émission, c'est incroyable. Voilà, donc C'est fou. on C'est fait dingo. non seulement des pré-intros improvisés nuls et aussi des intros nuls. Mais oui. C'est un peu la marque de fabrique de ce podcast. C'est le Nulception. J'ai envie de dire. Alors, Corentin, toi et moi, on a lu des BD plutôt pas mal cette semaine, je Plutôt, crois. ouais, il y a du bon. Il y a du bon, hein, Du clairement. moyen. Non, il y a peu de moyens. Il y a peu moyen de- plus. Il y a moyen plus, voilà. Et donc, on va sans plus tarder, parce qu'on n'est pas là pour traîner non plus, hein, on va tout de suite C'est sûr. aborder le premier ouvrage qui est sorti chez Delcourt. Ça s'appelle Scurry. C'est écrit et dessiné par Max Smith. Alors à la base, donc Max Smith, c'est un monsieur qui travaille dans l'illustration en numérique, qui a aussi fait des travaux en rapport avec l'animation ou le jeu vidéo. Et en fait, il a fait un webcomic donc qui s'appelle Scary, qui nous emmène en fait dans un monde duquel les humains ont a priori disparu et auquel on s'intéresse en fait à une colonie de souris qui essayent de survivre tant bien que mal. C'est un titre qui a d'abord été donc publié, je le disais, sur le web et qui a bénéficié d'une campagne Kickstarter pour avoir une édition physique. Et donc, c'est Delcourt qui nous ramène cet album, le premier d'une trilogie pour l'instant, puisque a priori Max Smith met sur ses réseaux et sur son site internet qu'il compte bien continuer un nouvel arc par après. Donc, pour l'instant, on a simplement le premier tome qui est arrivé, qui s'appelle La colonie condamnée, donc qui nous emmène à la découverte de cet univers qu'on pourrait un petit peu qualifier de Mouse Guard, mais sans les épées. C'est comme ça que toi tu le définissais avant qu'on Et enregistre. t'en as pas marre de tout me piquer, en fait. Mais C'est incroyable. Ça pique toutes mes tournures. Tu vois qui c'est Stanley qui Ouais. volait tout à ses ouais. co-créateurs. Moi, je suis Jack Kirby. Je suis un peu le Stanley c'est de ce sympa. podcast, effectivement. Ouais, donc effectivement, c'est ça. Donc c'est effectivement un monde d'animaux pas du tout anthropomorphes, parce que c'est dessiné de manière photoréaliste. C'est des vrais animaux avec des vraies structures corporelles d'animaux. Encore que les chats ont l'air très vénères dans cet univers. Ils sont pas. Mais bon, ouais. Forcément, c'est le point de vue des souris, donc les chats sont les méchants. Et c'est une sorte de série un peu de fantasy, presque un peu aussi à la Walking Dead, on va dire, dans le sens où c'est vraiment écrit comme un truc assez désespéré. Donc les souris n'ont plus de nourriture parce qu'elles vivaient au contact des humains et en piquant les restes, les miettes qui tombent par terre, enfin, comme les vraies souris, hein, entre guillemets, se retrouvent maintenant privées de nourriture. Disons qu'à Paris, on a l'habitude de les voir. Les Oui, souris, hein. oui. Bah, à Paris, elles sont même plus grosses que les souris. Hein. Mais bref, donc du coup, voilà, effectivement, elles vont essayer de trouver comment s'en sortir. Alors, il y a des petits conflits politiques, on va dire, Ouais. par rapport à la gestion de la société des souris. À côté de ça, donc il y a les chats dans le jardin de la maison qui, eux, sont très bestiaux, très sauvages. Ils sont vraiment écrits comme des orques, en fait, d'un monde de fantasy. Là où les souris seraient plus les humains, avec le ranger, c'est un petit peu à la Aragorn, on va dire, mais aussi un peu à la Link de Zelda, parce qu'il a une relation avec la princesse, on va dire, de cette colonie. Puis tu parles d'orques, mais les orques en général ont un rapport de taille assez équivalent. Pour moi, c'est même des trolls, tu vois, ou des géants, pas vu, Ouais, vu la c'est différence plus de taille. des trolls, en plus ils sont un peu débiles. Parce que les chats sont très cons dans Bah, cet univers. en même temps, c'est des chats. Ce qui me fait très mal, personnellement. Mais il y a encore plus gros, et justement, pour moi, il y a vraiment un lien à faire entre cet univers-là, l'univers de Scurry, et des univers de fantasy à la Tolkien. Précisément dans la scène qui clôt parce que voilà, bon, on va pas non plus. C'est un monde, il n'y a pas forcément que des chats et des souris dans un monde de chats et de souris, il y a aussi d'autres animaux, et ils parlent tous. Il y a vraiment une scène à la Smaug, tu vois, à la fin du de truc, ouf, ouais. où c'est vraiment dans la scène du coffre dans les montagnes et tout, où tu as vraiment ce rapport d'échelle qui est très bien rendu. Et ça va d'ailleurs beaucoup plus loin dans les volumes suivants, vous aurez peut-être la chance de les lire, où justement on va ramener de plus en plus des créatures qui sont très grandes, dans des rapports de puissance. Un truc que je peux vous divulgacher, parce que c'est pas très important en termes d'intrigue, c'est que par exemple il y a des castors dans les volumes suivants. Et les castors, c'est un peu les gobelins, parce que justement c'est des bâtisseurs. Les castors, ils savent construire un barrage, ils savent utiliser le bois, et donc ils vont avoir des petites lances en bois, ils vont construire une sorte de forteresse barrage et tout. Et il y a plein de petites idées comme ça qui croisent, voilà, le côté un peu
science-fiction post-société avec voilà le monde s'est effondré, les survivants essaient de s'en sortir comme ils peuvent, mais c'est très désespéré, c'est très gris. Tout en étant assez mignon, parce qu'évidemment c'est des souris, c'est vraiment dessiné comme des souris. Alors elles ont des postures qui sont juste... moi c'est un truc qui me parle peu en général, les BD justement d'animaux, parce que je trouve qu'on donne trop peu l'occasion de s'amuser avec les structures de corps et tout, à part au niveau du visage. Tu vois, alors que moi j'ai grandi avec les Walt Disney, j'adore justement le côté... la façon dont Don Rosa dessine Picsou, il a quand même vraiment une gueule de canard, on va dire, mais l'expressivité de ses traits, etc., lui donne un côté très humain. Et là c'est pareil, t'as un méchant hein, dans Scurry, qui justement par rapport à son corps, à sa morphologie, la façon dont il se déplace ou les postures qu'il a, c'est super rigolo, et à la fois c'est très sérieux, hein, c'est vraiment une BD très premier degré. Il y a pas de grosses blagues sur le côté animalier, il y a pas de gros décalage. Non, Alors non, il non. y en a un, je crois, dans le premier volume par rapport à l'herbe à chat, qui est vraiment du coup une sorte de drogue pour les chats du dehors, qui serait vraiment des bêtes sauvages, des junkies en fait. Tu vois, vraiment c'est genre il les tient avec la coke et tout. Et ouais, voilà, donc le graphisme aussi qui est très intéressant, c'est de la peinture numérique, de la vraie peinture numérique. Ça ne peut pas grosso modo passer pour un dessin qui a été repassé, on va dire. C'est très Quelque chose rythmé. qui t'a dérangé, ça d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent, enfin qui ont parfois des réticences avec l'aspect un petit peu trop numérique justement Ouais, sur mais ce genre de moi je BD. suis justement dans ce cas-là, on en a déjà parlé je crois pour Die de Ouais. Stéphane Ernst, où voilà, moi à force, peut-être c'est probablement un truc professionnel, parce que comme pendant des années nous on a couvert les concept art des studios de cinéma, on a Ouais. fait beaucoup d'articles où on détaillait ces trucs-là. Moi j'ai pas l'habitude de voir ça utilisé pour raconter une histoire. Pour moi c'est une sorte de base topographique, de design, etc. Et au début il y a une sorte de vallée dérangeante, parce que c'est vraiment des souris qui sont à bonne proportion, etc. Mais c'est dès que les chats en fait rentrent, parce que donc dès les débuts, hein, dès que les chats rentrent et justement ont pour le coup un côté très caractérisé. Il y avait aussi d'ailleurs, si vous voulez vous intéresser à la façon dont Max Smith travaille, sur le webcomic, sur chaque planche il décrit un petit peu son processus, quelle idée il a eu et tout. Il voulait notamment faire justement que le boss des chats, entre guillemets, Titan, sa fourrure bouge un peu comme celle de Rorschach, comme le masque de Rorschach, pour essayer de donner une idée plus sinueuse, etc. Et là, on rentre plus dans de la bande dessinée, en fait. C'est comme ce que je disais par rapport aux postures. Ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, ton œil s'habitue. Tu trouves ça toujours aussi magnifique parce que c'est vraiment très très beau. Et finalement, tu oublies cette vallée dérangeante parce que tu rentres quasiment dans un film d'animation, mais statique en fait. Ouais. Et comme il est très dynamique, parce que voilà, quand les souris galopent, elles galopent vraiment comme des souris. C'est très bien découpé, c'est très riche. D'ailleurs, franchement, je trouve ça assez impressionnant. Après, c'est le jeu, hein, mais de se dire que le mec fait juste une planche à la fois, et il revient de temps en temps et tout, parce que tu sens pas de coupure, tu sens pas c'est vraiment comme si tout avait été fait à la suite. Ah bah, on imagine que entre la mise en ligne, enfin avant la mise en ligne, il y a la préparation derrière, et que effectivement, il a quand même des choses vachement ordonnées à l'avance. Hein. Ouais, complètement. Et non, mais c'est une bonne petite saga. Bon, moi, je suis allé un peu plus loin parce qu'effectivement, j'ai lu le webcomic pour voir vers où ça allait, derrière le côté un peu intro. Même dans le premier volume, je trouve que ça bouge assez vite. On se fait pas chier et ça prend pas les gens pour des cons. Par contre, très clairement, je trouve que c'est pas forcément un truc que tu ferais lire à des gamins. Parce que le thème de la mort est quand même présent assez tôt. C'est vraiment désespéré. Pour moi, c'est plus pour les gens comme toi, on va dire, Arnaud, qui sont fans de BD de bestioles, et de Walking Dead, et de science-fiction post-apo, et de fantasy, etc. Mais je pense que ce côté post-apo et désespéré, et limite, t'as évoqué Walking Dead déjà, en fait, fait que ça trouve sa place naturellement au sein du catalogue de Delcourt. Oui, clairement. C'est Achilleos qui a Mosgard en France, c'est ça? Non, Mouseguard, c'est Gallimard ou un truc comme ça. C'est un éditeur de franco-belge. Tu vois, par exemple, Mouseguard, je trouve que c'est plus fait pour les gosses, au sens où ça reste de la fantaisie médiévale, c'est des petits chevaliers tout mignons et tout, et puis le dessin, justement, fait beaucoup plus conte pour enfants, que là, c'est peut-être plus une sorte de version un peu plus adulte. Enfin, Mouseguard, c'est aussi très bien pour les adultes, mais c'est moins poétique, c'est vraiment plus un film, en fait, et qui évoque tout un tas de référents, les Borrowers, Brisby le secret de Nîmes, plein de trucs à la Pixar, et parce que t'as quand même vraiment tout le jeu d'échelle. C'est un peu Ratatouille aussi, parce qu'il y a quand même ce côté, il a un sidekick, le héros Winx, qui est un rat un peu plus conclu, parce que c'est un rat, il est plus gros, il est plus balourd et tout. Donc il y a plein de trucs que tu reconnais un petit peu dans la culture. Comme tu l'avais dit dans la critique que tu as écrite pour comicsblog.fr, en fait c'est une tradition, hein, même les histoires d'animaux comme ça qui passent de génération en génération, parce que ça nous interroge sur le vivant, la vie secrète des bêtes et tout. Donc c'est vraiment pas mal foutu. Moi j'ai vraiment passé un bon moment. Je recommande cette lecture aux gens de tous âges. Et effectivement, voilà, ça peut être aussi l'occasion, si vous êtes comme moi un peu fermé à la peinture numérique, de trouver enfin un intérêt
dans la séquentialité et dans surtout les merveilleux rapports d'échelle, parce que là, pour l'instant, c'est encore un peu timide. On a surtout des chats et des souris et une autre bestiole. Et là, pour le coup, vraiment, c'est de la mise en scène de fantasy. C'est une sorte de dragon noir, etc. Enfin, il vole pas, mais c'est un dragon noir, on va dire. Et plus ça avance, plus on découvre les bestioles, plus on découvre la façon dont ce monde va se mettre en mouvement et tout. Et plus tu as le droit à des séquences mais incroyables dans la mise en scène, parce que Max Smith, comme tu l'as dit, il vient du cinéma et de l'animation, donc il sait exactement ce qu'il faut faire pour avoir un truc qui choque. Et il y a vraiment des planches qui sont top de ce point de vue-là. Et même si vous êtes comme moi dans la team des chats, il faut quand même reconnaître, quand vous avez déjà vu un chat cavale après une souris ou s'amuser avec une souris en train de canner, que ça peut être un peu des enfoirés aussi. En fait, c'est vraiment ça qui m'avait marqué même dans la scène d'introduction et par rapport à ce genre de comics où parfois t'as quand même, vu que tu te places du côté des animaux, t'as pas forcément en fait des facilités à t'identifier au personnage ou à vraiment comprendre les enjeux. Et là, ce qui se passe vraiment donc avec ce jeu d'échelle de taille et de puissance et la façon dont c'est mis en scène, c'est que en fait très rapidement tu flippes pour ces souris. Quand les chats les poursuivent, t'y crois vraiment, tu te dis vraiment merde, est-ce qu'il va réussir à sauter d'une chaise à une table, est-ce que ça représente vraiment un gap, enfin un précipice qui est techniquement qui est mortel pour ce genre d'animaux. Et t'as vraiment en fait cette notion de danger qui transparaît super bien et qui aide vraiment en fait à t'impliquer dans le récit et à participer en fait à toute la tension qui découle de cet univers où tu dis merde, en fait j'espère vraiment qu'elle va s'en sortir, j'espère vraiment que une fois arrivée dans le jardin elle va pouvoir s'échapper, et ah merde, il y a un autre truc encore plus gros qui se cache derrière. Enfin, les dangers sont infinis, et quelque part le rapport à la fantasy, quand t'évoques Tolkien aussi, vu que c'est quand même un côté très sombre, un peu de dark fantasy, non. forcément je m'en vais, salut. Ça n'a rien à voir avec Dark Souls. Forcément, ça évoque un petit peu. Mais il n'y a rien à voir. Il y a rien. Mais si, complètement. Il n'y a pas une once de lien. T'as jamais joué à un Dark Souls et t'as vu la taille des dragons que t'affrontes dedans. Clairement, si tu évoques Smaug, t'es obligé. Dès qu'il y a un truc gros, c'est Dark Souls. Bah non, mais Godzilla, c'est Dark Souls, mec. Non, mais si tu évoques Smaug, t'es forcément obligé d'évoquer Calamite ou ce genre de choses. Tu sais que Eiji Tsuburaya, quand il a créé Godzilla, en fait, il a pris une machine à voyager dans le temps. Il est revenu dans le passé en mode genre, putain, j'ai joué à Dark Souls, les gars. J'ai une idée de lézard géant comme les dragons de Dark Souls. C'est-à-dire que les Japonais parlent avec l'accent marseillais. Bah, évidemment, c'est normal. C'est bien connu. Non, mais franchement, je préfère un accent raciste. Après, concrètement, voilà, il y a quand même un petit peu ce genre d'évocation dans l'ambiance en fait très pesante de cet univers, dans un voilà où c'est très très sombre, très gris, c'est très brumeux aussi. Voilà, cette forêt, la forêt n'est jamais accueillante. Ouais. Même un jardin devient vraiment propice à tous les dangers. Et alors certes, il n'y a pas de feu de camp et il n'y a pas de résurrection, enfin de die and retry, mais t'as aussi un petit peu ce genre de côté-là. Oui, mais c'est comme même Rover Red Charlie, sorti avant Dark Souls, c'est exactement la même chose. Non, mais du coup là non, mais si, mais Carcenis, il a pris une machine à voyager dans le temps, il est revenu, il a dit ouais putain les gars. Non, mais blague à part, je le force même pas, je dis même pas ça juste pour la blague et tout ça. Je trouve qu'il y a quand même un côté que si vous aimez les univers de toute façon de fantasy et de trucs un petit peu sombres, ça peut vous parler de toute façon. Alors le côté fantasy c'est pas forcément très poussé, mais c'est plutôt dans l'imagerie en fait que ça convoque, la façon dont les représentations sont faites avec voilà ce qu'on disait, ces échelles de taille et de puissance, la façon dont en fait des décors très très naturels en fait sont transformés par la vision de l'artiste en quelque chose qui évoque un peu plus voilà de l'imaginaire, du quelque chose de fantastique. Ça vous fait plonger en fait dans cet univers là qui mêle donc fantasy, post-apo et des personnages tous très mignons, très attachants. J'aime bien aussi le petit jeu de pouvoir qui se joue entre les souris, de voir que même voilà dans un contexte désespéré, en fait l'union fait la force, c'est pas forcément le credo de chacun, donc très prenante. Ce qui est vrai qu'il y a l'avantage techniquement, si vous n'êtes pas anglophobe, c'est que vous pouvez lire déjà toute la série puisque c'est disponible en webcomic. Après, la lecture au format numérique, c'est pas ce qui est préféré par tout le monde. Donc, on a quand même, je trouve, la chance d'avoir Delcourt qui s'est motivé à nous proposer ça en version physique. En plus, voilà, c'est un album de bonne facture. Les planches sont très bien retransmises et le découpage est très bien adapté à du format papier. Après, j'ai envie de dire, s'ils l'ont fait déjà en VO, c'est que il y avait clairement le matériel pour le faire. Et en plus, c'est proposé à un prix vraiment très doux. Pour du comics, c'est 13,50€ l'album. Oui. Donc c'est vraiment très très accessible. Et on vous le recommande. Moi, franchement, dès que, en fait, quand Delcourt l'avait annoncé, moi je connaissais pas du tout Max Smith, j'étais allé voir et en fait, moi je suis tombé amoureux de cette BD en 2 minutes, vraiment juste par l'ambiance qui se dégageait, par la façon aussi dont les dessins sont faits, ce côté réaliste, les jeux de lumière, le travail sur les lumières est franchement exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose d'assez ouf qui est fait là-dedans. Donc voilà, vraiment. Mais il y a pas de chien par contre. Il y a techniquement, techniquement, voilà, techniquement, mais voilà.
Mais c'est pas grave. Lupus. C'est écrit tous les chats ont des têtes de Grumpy Cat un peu comme ça, tu sais, parce qu'ils sont tous tellement vénères et tout. Mais ils ont des noms pareils de fantasy, c'est Orc, Titan, et l'autre c'est quoi? C'était Crnul, un truc comme ça, vraiment des noms vraiment qui sont directement. Non mais donc voilà, on commence bien avec Scurry, en tout cas personnellement je vous recommande beaucoup. On passe à la suite sans transition, on va vous faire un petit segment jeunesse / young adult avec un premier bouquin qui nous arrive de chez Panini Comics. Donc c'est un titre qui s'appelle Miles Morales Onde de choc. C'est écrit par Justin Reynolds et c'est dessiné par Pablo León en suivant des storyboards de Joffo, notre ami dessinateur parisien qui bosse chez Marvel et qu'on devrait réinviter très prochainement d'ailleurs dans un Super Friends, puisque non seulement il a fait du coup les storyboards sur cette BD, mais il fait aussi tu sais, les Infinity Comics, les webtoons de Marvel Unlimited, donc on a des choses à aller discuter avec lui. Et donc ce qui est intéressant aussi avec cet ouvrage, maintenant qu'il arrive en VF, c'est que ça fait partie du premier album Young Adult / jeunesse que Marvel s'est décidé à faire, alors que DC Comics avait quand même pris le pas depuis au moins 3 ans avec sa ligne DC Kids. Donc c'est alors faut savoir que bien entendu, Marvel n'en est pas à son coup d'essai sur les comics jeunesse, puisque notamment ils avaient une ligne Marvel Action qui est d'ailleurs toujours chez IDW, mais qui proposait quand même des parutions en format single issues, donc avec un système de publication qui restait quand même très ancré dans la norme, on va dire, dans la façon de fonctionner de l'industrie américaine. En fait, ce qui s'est passé depuis quelques années maintenant, c'est que les éditeurs de comics mainstream se sont rendus compte, et notamment avec ce qui se faisait en dehors des comic shops, que tout un segment all ages, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, en fait, se vend très 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 bien en dehors des comic shops, c'est-à-dire dans les librairies plus généralistes, mais aussi auprès de ce qu'on appelle les book fairs, donc les foires aux livres en fait, qui sont notamment en fait aussi là où les écoles vont faire des achats de bouquins. Et donc en fait, ils se sont dit que une façon d'amener le futur lectorat à aller dans les comic shops, tout simplement, c'est de présenter leurs héros. Et donc pas dans les comic shops avec les trucs d'IDW, mais directement en fait dans ces autres circuits de circulation des bouquins, en faisant du coup directement des graphic novels, en tout cas des albums qui sortent sans passer par la case single issues. Donc en VF, Panini a déjà commencé en fait à publier différemment les titres, notamment les Marvel Action, en faisant des albums cartonnés format un petit peu franco-belge, qui sont, moi je trouve assez chouettes, et qui d'ailleurs fonctionnent plutôt pas trop mal, parce qu'ils font aussi des offres découvertes qui font que dans les segments GFK et tout ça se retrouve assez bien classé, avec par contre le petit sticker ma première BD Marvel, bon un petit peu désuet, j'ai envie de dire, mais parce que ça s'adresse pas à nous, clairement c'est pour des lecteurs c'est pour endoctriner les gosses de 6 à 8 ans, ouais, non, clairement il y a pas de problème, les hypnotiser très jeunes, mais il faut bien, ils ont un esprit critique et tout, c'est ça, c'est chiant, c'est très bien, c'est Marvel qui m'a élevé. Et donc là par contre c'est clairement plus de la lecture un petit peu adolescente, puisque Miles Morales est un jeune ado là-dedans, et donc là en fait il y a un tremblement de terre qui frappe Porto Rico, qui est l'île d'où est native sa maman, et en fait va enquêter sur qui a pu causer ça, pourquoi, et doit aussi apprendre à conjuguer, parce que c'est quand même un Miles Morales encore un petit peu à ses débuts, et qui doit apprendre un petit peu à conjuguer sa vie de super-héros avec ses obligations familiales, amicales et celles de l'école. Alors dis-moi un petit peu, toi Corentin, qui n'est pas forcément le premier client pour les albums jeunesse, qu'est-ce que t'en as pensé, à force d'en parler, je finis par m'y mettre, je commence à capter un peu les codes. Bah oui. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, je trouve ça pas mal. Pour moi, là on est un peu plus que dans du moyen plus, même s'il y a quand même pas mal de défauts à mon avis dans l'écriture. On voit bien le style de Joffo, ce côté très dynamique qui va très bien avec Spider-Man et avec Miles Morales précisément. Mais non, pas mettre tout de suite d'ailleurs. C'est très joli, c'est très électrique, c'est justement cette espèce d'héritage de Spider-Verse où on a compris que Miles, on pouvait le dessiner de manière un peu plus numérique maintenant, qu'on pouvait s'amuser avec les couleurs, des couleurs très flashy, très pop, très beaucoup de violet, beaucoup de jaune et tout. La DA évoque Spider-Verse quand même pas mal. Oui, complètement. Ça... Mais je pense qu'ils ont conscience de l'intérêt pour les gamins qui ont vu Spider-Verse, parce que je pense qu'il y a des gamins qui ont vu Spider-Verse, de justement leur faire des produits sur mesure. T'as aussi, tiens, je vois que tu le feuillettes, t'as aussi des liens qui sont faits avec Squirrel Girl et avec Kamala Khan, puisqu'il y a cette espèce d'énergie un peu de Champions qui a priori, enfin, je sais pas si c'est le cas en VF, mais dans l'édition VO, ça se terminait par justement une preview du roman graphique. Aussi, voilà. Qui a l'air super, enfin, pour le coup, le style graphique est trop beau, qui est une vraie digestion super intelligente du trait de... Je sais pas s'il est déjà... Wilson, c'était Wilson qui avait dessiné... Non, merde, qui c'est qui avait dessiné le premier volume de Miss Marvel? Voilà. Adrien Alphona, non? Merci, peut-être.
peut-être, probablement. C'est Alphona, le co-créateur des Runaways. Voilà, tu m'as convaincu, Arnaud, je suis sûr que tu as raison. Et ben exactement, voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que je trouve ça intéressant parce que Marvel a toujours eu ce problème, en fait, de se positionner sur du grand public en intégrant différentes tranches d'âge. C'est ce que disait Alan Moore, un pote à moi. C'est que, en fait, les super-héros, c'est aussi beaucoup des histoires de gosses parce qu'il y a même, enfin, il n'est pas le seul à le dire, on lit beaucoup de super-héros par nostalgie pour se rappeler l'époque où on était gamin, on a été élevé par des dessins animés, par des films familiaux ou par des films avec des héros qu'on trouvait cool et tout. Et on relit beaucoup les super-héros pour ça, même si évidemment après plus tard en grandissant on voit les différentes couches d'épaisseur qui peuvent s'imprimer ensuite. Mais dans le format roman graphique jeunesse, on pourra en parler aussi avec le titre suivant d'ailleurs, je trouve qu'il y a un ton plus libéré parce qu'on essaye plus forcément de parler autant aux adultes et de rajouter une noirceur qui parfois peut faire un peu superflu ou de chercher des scénarios trop alambiqués ou une continuité trop alambiquée. Là c'est très perméable, très facile d'accès et ça parle évidemment à l'adolescent qu'on a encore en nous ou à l'enfant qu'on a encore en nous avec des scénarios voilà qui sont simples, hein. Ça cherche pas midi à 14h. À la limite justement le défaut viendrait plutôt de la complexité on va dire, mais qui n'est pas une complexité, c'est plus une sorte de méli-mélo. C'est une petite enquête quand même. Mais il y a des personnages qui je trouve, le personnage de Kyle, donc la pote on va dire de Miles Morales, qui font très justement cliché d'adolescente un peu rebelle, un peu casse-bonbec, que n'a pas du tout Miles ni son pote Ganke. Donc là, ça c'est un truc, je pense, c'est toujours compliqué pour des adultes de comprendre vraiment comment ne pas créer une tête à claque. En l'occurrence, on n'est pas dans la tête à claque, hein. Évidemment, ce qu'elle traverse, c'est compliqué. Tu peux comprendre qu'elle soit un peu relou, mais les interactions qu'elle a avec Miles, je trouve justement, casse un peu ce côté candide pour aller vers un truc qui est beaucoup plus adolescent, beaucoup plus feuilleton, beaucoup plus Véronique Amar. Ça m'agace un peu. Pareil, le scénario, enfin la résolution est très évident, quoi. Et puis on se met des belles images. Alors le truc qui est rigolo d'ailleurs, c'est commun aux deux BD jeunesse qu'on va évoquer, c'est que on traite aussi du côté dessinateur des deux héros, parce que bon, j'arrête de dire ça. On va parler après de Green Lantern Legacy et justement le héros pareil est un jeune dessinateur. Là, Miles, on s'intéresse à son côté graphiste et à son côté graffeur même en fait. Donc c'est plutôt bien fichu. Il y a aussi un côté la tech, tu vois, la tech, les jeunes geeks et tout, c'est clichés des années 90 qui probablement parlent plus aux jeunes maintenant parce que les jeunes sont très connectés, etc. Voilà. Donc il y a des thèmes qui sont intéressants. L'inclusion de Porto Rico, je m'attendais à ce que ce soit plus présent. Ouais, en mais fait. moi je pensais même qu'il allait limite s'y rendre en fait. Moi aussi je croyais. Et en fait non, ça tout se passe à hauteur de New York. Et c'est plus symbolique en fait, il faut soutenir les victimes des tremblements de terre. Et... Après ça évoque des événements réels, parce qu'il y a vraiment eu des catastrophes naturelles à Porto Rico. Et puis voilà, ça évoque aussi l'héritage de ces familles qui ont, j'allais dire, immigré. Enfin, Porto Rico techniquement appartient aux États-Unis, même si il y a plein de débats. Oui, tout à fait. Ils sont pas considérés comme citoyens américains parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes droits. Je crois que par exemple Porto Rico n'a pas le droit de vote dans les élections fédérales. Il y a une très bonne vidéo, tapez Last Week Tonight Puerto Rico sur YouTube, tout sera expliqué si vous parlez anglais. Mais donc voilà, ça évoque aussi ce côté, c'est quoi partir venir d'un endroit, ces vieux souvenirs de l'enfance, d'un monde un peu différent, parce que Porto Rico est quand même une civilisation plus hispanophone, plus pauvre aussi que la grande ville new-yorkaise et tout. Donc c'est aussi reconnecté aux racines, etc. Donc c'est pas mal foutu. Pour moi, c'est un bon produit, en fait. Mais ça reste un produit. C'est un bon produit, j'ai pris du plaisir à le lire. Je sens pourquoi ils l'ont fait, je vois pourquoi c'est bien. Mais c'est pas encore la tarte Harley Quinn Breaking Glass, c'est pas encore... je trouve que Marvel, il va encore justement un peu trop comme un truc de commande. Et en essayant de coller à des codes, ou pas forcément en essayant, mais en n'arrivant pas à se détacher des codes, ce qui fait qu'on n'est pas encore exactement sur le niveau qu'a pu atteindre DC à force d'expérience, parce que quand DC a commencé, il y a plein de trucs pourris aussi. Enfin, c'est pas pourri, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs qui étaient plus approximatifs. Pour moi, c'est une bonne BD. Si vous avez aimé Spider-Verse, si vous aimez Miles Morales, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que ce que fait Saladin Ahmed en ce moment. Et on retrouve le côté sincère, très évident, très dialogue, punch et tout, parce qu'il y a quand même des bonnes vannes dedans. Voilà, ça fait de mal à personne en fait. Et ça envoie des bonnes valeurs et non, c'est plutôt cool quoi. Non, et puis après ça s'inscrit un peu, tu sais, dans leur collection. De toute façon, c'est la collection Marvel Next Gen du coup qui réédite aussi de son côté en fait les aventures de Miles Morales par Bendis en fait de Ultimate Comics Spider-Man. Ouais. Donc c'est un bon complément en fait pour avoir ces deux approches. Et c'est vrai que par contre tu mentionnais Ahmed, mais oui, clairement c'est vachement plus intéressant. Au moins c'est autocontenu que le Miles Morales de Ahmed avec lequel j'ai quand même vraiment pas mal de mal quoi.
Sa saga des clones, hein, mon dieu, c'était vraiment pas terrible. C'est une foirade. Hein. C'est dommage parce que Ahmed, c'est pas un mauvais scénariste à la base, donc c'est un peu chelou. Scénariste, à mon avis, c'est encore une fois. Enfin, on en reparlera probablement dans notre podcast, mais c'est encore une fois le problème de l'éditorial, quoi. On les force à faire de l'événement en série. Il y a peut-être ça aussi. Parce que Ahmed sur Miss Marvel, il est génial, tu vois. Il n'y a pas de défaut dans son écriture. Il sait écrire des jeunes, etc. Donc là, c'est vrai que c'est cool de retrouver ce côté sans prise de tête, sans ambiguïté, sans continuité, même quelque part. Ouais. Là, il y a Peter Parker qui est aux côtés de Miles Morales, qui n'a pas un sens totalement logique, ni par rapport à Spider-Verse, ni par rapport à la saga Ultimate. Mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est juste un petit univers où voilà, on te parle de trucs importants, mais on te le fait de manière légère et tout. C'est juste pas encore aussi sincère, je trouve, ou aussi ouais, en fait, évident que ça devrait. Par rapport à la sincérité, ce que tu dis aussi dans l'écriture, en fait, c'est que je trouve qu'elle est un petit peu trop, et ça c'est de la faute de notre âge aussi, je pense, mais qu'elle paraît un peu trop évidente aussi dans le côté très naïf, un petit peu parfois presque trop gentil, qui montre vraiment que effectivement on a peut-être pensé à écrire pour des gamins en considérant que les gamins c'est un peu babette, tu vois. Alors que je pense que du coup ça met un petit peu une barrière pour, si tu veux, une lecture qui s'apprécie à la fois quand t'es gosse de quand t'es adulte, alors qu'il y a d'autres bouquins, justement, tu mentionnais Breaking Glass par exemple, mais qui arrivent eux à se lire à la fois quand t'es plus jeune et aussi qui s'apprécient très bien comme quand t'es adulte, et on va y revenir avec Breaking Glass. Je pense c'est vraiment un exemple c'est ma faute parce que je l'ai cité en premier, mais parce que je pense que c'est le meilleur en fait. C'est dur d'aller plus haut, quoi. Ouais. Déjà graphiquement, voilà, et puis il a une part de noirceur que beaucoup de récits jeunesse n'ont pas en fait. Il a une part de... Ouais, ça dépend des récits jeunesse, mais je vois ce que tu veux dire. En l'occurrence, c'est plus une sorte de une gamine perdue dans la grande ville à la Pinocchio, tu vois, que vraiment le côté familial, on va bouffer des steaks, papa il sait pas cuisiner et tout. Ce qui est marrant en plus, non, mais il y a quand même des bonnes vannes, je trouve, qui moi m'ont fait marrer alors que je suis adulte. Ouais. Mais c'est les échanges, je trouve, on cherche à placer ce côté un peu trop, on est tous potes et tout le monde a un bon mot, etc. Mais voilà, ça ne détériore en rien la qualité du titre, qui en plus est vendu pas cher. Ouais, c'est ça. Donc si vous avez un gamin qui a aimé Spider-Verse, ou si vous-même vous avez aimé Spider-Verse, ou si vous aimez Miles et que vous vous faites chier en ce moment, bah c'est peut-être l'occasion d'y aller. Ouais, c'est ça, puisque comme on dit, hein, c'est une collection qui démarre à petit prix, donc c'est 10,95 €, donc ça reste un petit album souple comme ça, franchement assez sympathique. Du coup, tu peux transporter facilement aussi à lire chez soi, dans le métro, où tu veux. Et voilà, donc si vous aimez Miles Morales, a priori, il y a pas de mal à vouloir se laisser tenter. On vous a dit, on se fait ce petit segment All Ages, donc on continue avec une des dernières sorties de l'éditeur Urban Link, donc qui est spécialisé dans ces récits young adult, comme on essaie un petit peu de définir ce que ça veut dire, et qui notamment publie pas mal de titres DC Comics, donc qui sont parus aux États-Unis sous label DC Kids. Alors le DC Kids est séparé en deux parties maintenant. T'as vraiment le DC Kids pour les gosses et le DC Kids pour les ados, grosso modo. Et donc là, je crois qu'on est dans la partie plus DC Kids pour les ados, avec Green Lantern Legacy, qui est donc écrit par Min Lee et dessiné par Andy Tong. Donc c'est une équipe 100% asiatique du coup qui s'intéresse à un nouveau Green Lantern qui s'appelle Taifan, qui est vietnamien et qui va hériter de l'anneau de Green Lantern de sa grand-mère qui était une Green Lantern à l'époque, et qui va donc apprendre ses responsabilités, les pouvoirs qu'il peut avoir avec son anneau. Et puis il y a un gros aspect de communauté en fait, sur le fait que les shops de sa famille en fait est constamment prise pour cible par des connards racistes, tout simplement. Voilà, donc c'est très ancré aussi par rapport, en plus avec le Covid, tout ça, au mouvement de recrudescence du racisme asiatique qui a lieu un peu partout. Et la gentrification et le rachat des quartiers pauvres par la tech. C'est ça qui me rappelle un peu du coup ce qu'il y avait dans Harley Quinn Breaking Glass aussi. Techniquement. Je te dis, c'est même moi j'ai quasiment lu les deux, Miles Morales et Harley Quinn. Bout à bout, et vraiment il y a des trucs qui se retrouvent, quoi. T'as des thématiques qui se retrouvent un petit peu, effectivement. En plus, là en l'occurrence, dans les deux cas, c'est des héros qui sont issus de familles de migrants de deuxième génération, quoi, on va dire. Donc et puis il y a toujours ce côté méfions-nous quand même des puissants qui sont riches et qui aiment bien la technologie. Encore que là c'est beaucoup moins dans la complaisance par rapport aux applications, par rapport à la tech justement qu'il y a dans Miles Morales. Donc effectivement t'as Tai qui hérite de l'anneau des Green Lantern et qui va donc devenir l'un des nombreux Green Lantern humains, parce qu'il y a quand même pour le coup il y en a beaucoup, le nombre de Green Lantern humains qu'il y a sur Terre. Après la planète est régulièrement attaquée, donc ça a un certain sens. C'est une bonne origin story, c'est plutôt cool. Là justement, je pense que c'est par l'économie de dialogue, parce qu'on a quand même pas non plus 200 000,
que ils s'en sortent bien parce que ça se lit très vite. Hein, c'est vraiment quand on est adulte, ça se lit très vite. C'est vraiment très évident. C'est beaucoup de dialogues utiles. Les vannes sont pareil assez télescopées parce que il faut forcément un gamin un peu concon aux côtés du héros. Il a un peu son Ron Weasley à lui, on va dire. Il a un peu sa Hermione à lui d'ailleurs aussi quelque part. Le propos par rapport pareil à la migration des Asiatiques du Vietnam précisément aux États-Unis est plutôt bien fichu parce que t'as des petits gags genre dans la boutique t'as toujours les deux vieux qui parlent en vietnamien qui commentent l'intrigue et qui sont vraiment les deux vieux râleurs que tu croises dans Astérix, les vieux Corses, tu vois, dans Astérix en Corse, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait toujours marrer ce genre de conneries parce que j'aime bien les vieux râleurs. Ça m'évoque ma famille personnelle. Mais voilà, puis t'as de côté, donc évidemment, la grand-mère était Green Lantern, donc ça fait un petit bout de culture asiatique dedans parce qu'elle apprend, elle, à devenir une meilleure Green Lantern grâce à la méditation. Elle a vraiment un costume qui fait plus justement traditionnel asiatique et tout. T'as le côté de la formation, les gardiens de Oa et tout. T'as Jon Stewart qui est dedans. Donc t'as tout un truc vraiment bien fichu, en fait, qui comprend très bien la mythologie Green Lantern. Ouais, pourquoi c'est bien comme personnage, parce que tu peux être ce que tu veux du moment que les bagues ne regardent pas en termes de couleur de peau, entre guillemets, ne regardent même pas en termes de race, de alien ou l'humaine, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. T'as aussi le côté, donc c'est un dessinateur. Donc il a une imagination et c'est la mise en abîme des auteurs de comics et tout qui plaît bien. C'est un truc qu'ils avaient déjà fait auparavant avec Rainer. Ouais. Voilà, bon là en l'occurrence ça va pas aussi loin en termes d'idées graphiques. Mais pour l'instant, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà un deuxième tome qui a été annoncé, peut-être même publié en VO, et donc j'imagine que Urban League le proposera aussi. Ouais. Et puis ouais, donc t'as ce côté, alors t'as voilà les lanternes jaunes qui sont là. En fait voilà, pour moi ça pourrait presque être en canon quoi. C'est plutôt bien fait, c'est proportionnel à ce que fait DC Comics à plein de niveaux en ce moment en termes de qualité d'écriture. Enfin, c'est même un peu mieux que la moyenne, je trouve. Ouais, et puis concrètement, si t'as jamais lu du Green Lantern, là pour le coup, ça fait vraiment partie de ce genre d'album qui constitue des portes d'entrée parfaites parce que c'est très limpide en fait sur la façon dont ça fonctionne. C'est très limpide sur toute la cosmogonie qui est autour. Effectivement, on parle des différents types de couleurs et tout ça. Alors ça va pas aller aussi loin que après les bagues bleues, les bagues rouges. Non, voilà, tu vas pas aller aussi loin que ce qu'a fait Geoff Johns après, mais techniquement, si tu dis justement, si t'as peur de dire j'ai peur de commencer un truc qui est un peu trop touffu, là vraiment la porte d'entrée, vraiment, tu vois. C'est une invitation. Hein. Et justement, c'est vraiment écrit comme un film des années 90 en fait, ou un film un peu à la Pixar, parce que tu sais, t'as pareil ce personnage qui au départ t'est présenté comme voilà le mec bien avec les idéaux et tout. Et puis je trouve ça te parle un peu de Elon Musk. Je pense pas qu'il ait jamais pensé un jour qu'il allait sauver le monde, mais ça te parle un peu justement du côté les milliardaires bienfaiteurs qu'on te fait passer pour des mecs bien et tout. Et la gentrification des quartiers, la destruction justement de l'historique des villes, parce que pareil, c'est ce dont parlait Dysart dans Good Night Paradise, tu vois, comment on prend des quartiers qui ont une histoire, qui sont liés à la thématique américaine, au rêve américain, et on rase tout pour installer des buildings. Voilà, et puis la confusion entre la sécurité et le fascisme, enfin le contrôle et tout. Donc il y a plein de trucs super cool. Vraiment, moi je me suis vraiment régalé. Parce que comme tu dis, je suis pas un fan d'histoire de jeunesse et j'avais vraiment peur qu'on me prenne pour un con avec. En fait, si tu veux, moi, on en parle souvent dans les podcasts, je suis très ouvert à l'idée justement de ramener plein de héros de profils variés et de creuser pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de mettre des super pouvoirs entre les mains de héros non blancs. Mais parfois, ça verse aussi beaucoup dans le côté. Ça force trop justement le côté bienveillant, le côté trop naïf justement de ces problèmes-là, alors que là, quelque part, dès le début, on te parle de l'invasion du Vietnam par les États-Unis, on te montre quand même les boat people et tout. Enfin, c'est assez saisissant, tu vois. Il y a un côté, je comprends effectivement pourquoi ce sont une équipe créative asiatique qui a trouvé cette idée-là, comme ce qu'avait fait Luan Yang avec Superman écrase le clan. Où c'était pas justement de la soupe, on est tous copains, on est tous potes sur Terre, etc. Aimons-nous les uns les autres, les copains. C'est pas United Colors of Benetton. Voilà, là c'est plus en mode genre, non, mais il y a un historique raciste qui existe, il y a un historique de l'homme blanc sur Terre, il faut le prendre en considération. Et l'assumer même au sein d'une histoire pour les gamins. Donc puis voilà, quand c'est marrant, c'est plutôt marrant. Puis c'est beau surtout. C'est beau, pareil, le héros n'est pas une tête à claque, ce qui est il frôle des fois à un moment donné, il s'approche et puis ça va, c'est bon, il est bien rattrapé. Donc non, ouais, dans l'ensemble, moi j'ai passé un bon moment et graphiquement, comme tu dis, moi ça m'a bluffé. Hein. C'est très dynamique, c'est très coloré, il y a des vraies bonnes idées de mise en scène. Ça vraiment, ça a ce côté, voilà, c'est Big Hero 6 avec un seul héros, quoi. C'est vraiment un film de super-héros pour enfants qui est bien branlé, qui a des bonnes influences asiatiques, et puis qui parle d'un truc intéressant. Et je te dis vraiment, moi, j'avais vu le débat justement sur les fameux message boards qui disaient, mais est-ce que du coup c'est canon ou pas? Et vraiment, je te jure que c'est l'une des rares fois sur un de ces comics-là où j'ai vu quasiment personne avoir des commentaires racistes.
Ça, vraiment, j'ai quasiment vu aucun message de raciste en mode ils font chier, maintenant il faut qu'il soit asiatique, le Green Lantern. C'est vraiment tout le monde a lu l'histoire et dit putain, c'est cool, tu vois, c'est touchant, c'est sincère, c'est bien foutu. Et pour moi, c'est un peu au-dessus justement de Miles Morales parce que c'est plus économe dans ses dialogues, dans son exposition. Oui, parce que aussi la double lecture, elle est plus simple aussi. J'ai l'impression que dans l'écriture, justement, tu ressens moins que ça a été vraiment pensé, on va dire, tu sais, comme un produit pour plus jeunes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au format super-héros et le fait que ça libère un peu de plein de strates d'écriture quand tu vas vers un public plus jeune. Tu peux revenir à l'essentialité du format super-héros, c'est-à-dire écrire des bonnes histoires qui inspirent, qui donnent envie, tu vois, d'aller dehors et de courir et tout. Que là, quelque part, qu'on avait quand on était gosse, et puis après, en grandissant, on a essayé de varier les formats, quitte maintenant justement à faire de la routine. Là, c'est un cahier des charges quelque part, ce qu'il nous présentait. Mais c'est fait de manière suffisamment intelligente et directe, justement, pour qu'en fait, comme tu dis, la double lecture soit beaucoup plus claire. Tu vois, tu te perds pas dans alors à ce moment-là il faut une blague, à ce moment-là il faut machin et tout. Donc bon, par contre ça a du coup le défaut d'être effectivement très rapide à lire et que finalement tu vas pas passer 3 ans à t'en souvenir, tu vois. Mais à la limite une petite saga avec ce héros-là, ouais, c'est ce moi je suis pas contre. Ah, moi je suis cool, je trouve que ça fait partie je suis content dans le sens que je sais pas si je suis cool, mais je suis content en tout cas et notamment très enthousiaste en fait pour Typhon, tu vois, pour vraiment ce que il est limite intégrer après ce héros. Je sais pas si d'ici l'a fait déjà ou pas ou compte le faire, parce qu'ils le font. En fait, ils ont commencé, tu sais, il y a des romans graphiques jeunesse qui sont sortis. Il y a pas si longtemps, notamment avec une héroïne dont j'ai plus le nom, mais qui a un pouvoir avec la peinture. Elle a été intégrée dans la continuité principale maintenant avec le titre Teen Titans Academy notamment, tu vois, elle est arrivée dedans. Donc à terme, c'est des choses qui peuvent se faire, tu vois. Et justement, si tu présentes aussi ces ouvrages jeunesse pour un public qui va ensuite vieillir, tu t'attends à ce que un peu plus tard, en fait, ces héros débarquent aussi dans les comics en canon, justement pour que ceux qui les ont découverts avec ces albums puissent se sentir en terrain connu. Oui, et puis là, du coup, il y a aussi tout ce mouvement que fait Marvel avec les Champions, avec Kamala, avec America, avec tous ces machins. Ce serait une nouvelle Young Justice en préparation. Non, mais moi, je serais pas contre, tu vois, des nouveaux Teen Titans, parce que les actuels, ils ont quand même, bon, déjà, ils sont très mal écrits en ce moment, mais voilà, je le place. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, on a. Tu trouves ça Teen Titans Academy Non, les Titans, la série Titans avec Nightwing, Beast Boy. Ah, mais c'est fini ça maintenant. Oui, mais justement, c'est ça en fait, c'est que ces personnages-là, Starfire, Nightwing, Beast Boy, Raven, Robin et compagnie, ça fait longtemps qu'on se les coltine. Des nouveaux héros, des nouveaux Teen Titans, justement, pour marquer un vrai passage générationnel, ça fait quand même 40 ans depuis les Teen Titans de Perez et Wolfman. Moi, je serais vraiment pas contre, et je pense que là, ouais, on a un bon substitut de Miles, avec des pouvoirs très différents, évidemment, et pas le côté papa Spider-Man, etc. Mais enfin, moi, ça me marche carrément, quoi. J'aime bien. Très bien. Et donc, c'est disponible chez Urban Link pour la somme habituelle de 14,50 €. On continue toujours chez DC Comics, mais on passe dans le Black Label avec la sortie Batman White Knight Harley Quinn, une mini-série qui est coécrite par Sean Murphy et Katana Collins, qui est scénariste et accessoirement aussi la femme de Sean Murphy dans sa vie personnelle, et qui est dessinée par Matteo Scalera, qui donc après Klaus Janson est le deuxième dessinateur à faire du White Knight en dehors de Sean Murphy. Ce qui est pas grave parce qu'il a un style qui est quand même assez proche de. Pour le coup, au final, ouais, en tout cas là-dedans, clairement. Et donc en fait, grosso modo, White Knight, c'est un petit peu l'Elseworld de Sean Murphy, ce qu'on appelle aussi un petit peu le Murphyverse, qui a priori doit se constituer d'une trilogie. Donc il y a eu Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight qui sont déjà disponibles chez Urban. On sait qu'il y a Batman Beyond the White Knight qui est en cours de préparation, et qui arrivera sûrement l'année prochaine. Je me demande s'il l'a pas déjà annoncé d'ailleurs, mais bref. Et donc à côté de ça, en fait, il décide de développer cet univers avec des Batman White Knight Presents. Alors on sait qu'il y a du Batgirl et du Catwoman aussi qui doivent arriver, mais le premier titre qui nous est parvenu, donc c'est Harley Quinn. D'autant plus intéressant que la trajectoire de Harley Quinzel ou Harley Quinn dans l'univers White Knight a le mérite d'avoir vraiment été pensé pour s'éloigner complètement de ce qui a été fait, avec un vrai rapport à Jack Napier, donc qui est la version du Joker, et à Batman en fait, qui est très différent de tout ce qu'on a pu connaître, avec une évolution aussi, puisque là on la retrouve donc après la conclusion de Curse of the White Knight. Donc grosso modo,
Alors on va dire que Jack Napier n'est plus là. Elle est mère célibataire avec 2 jumeaux. Bruce Wayne étant en prison, il s'est rendu à la justice. Et donc après une période de relative tranquillité dans Gotham City, survient une vague de crimes où des gens en fait qui faisaient partie de l'âge d'or du cinéma de Gotham City en fait sont retrouvés morts, tout peinturluré en noir et blanc et avec une mise en scène qui évoque un peu curieusement certains crimes du Joker. Et donc le département de police, présidé par Jason Todd avec Duke Thomas à l'intérieur, en fait, va appeler Harleen Quinzel pour lui dire, on a besoin de vos services en tant que experte en psychiatrie. Est-ce que vous pourriez élucider cette enquête pour nous? Ouais, alors ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que c'est pas du tout un spin-off, c'est que c'est la suite canonique de l'univers White Knight, puisque ça reprend en fait les deux personnages principaux des 2 premiers volumes. La raison pour laquelle il y a eu cette vague de tranquillité, c'est aussi parce qu'Azrael a buté tous les vilains. C'est vrai qu'Azrael avait fait beaucoup. Après, je voulais pas non plus. Si jamais des gens n'ont pas encore lu Curse of the White Knight, me dire merde. Là, quelque part, on va être. Après, ça a été une très bonne vente. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire d'illusions. Je maintiens quand même spin-off parce que la suite officielle, techniquement, ce sera quand même Beyond the White Knight. Tu vois, vraiment dans la continuité machin. Mais après, temporellement, oui, c'est vraiment. C'est quand même important de le lire ça pour comprendre où en est Bruce, si c'est bien. Ah oui, par contre, c'est vrai que si t'as pas lu les 2 volumes suivants. Enfin, les 2 volumes précédents, par contre, peut-être que la situation, tu dis, c'est un peu. À la limite que Von Fries, pour le coup, était peut-être plus un vrai spoff dans son coin. Mais alors, par où commencer, Arnaud? C'est chouette. Moi, je trouve ça super chouette. En fait, je trouve que la direction, du coup, c'est vrai que Katana Collins, je sais pas si elle a écrit beaucoup de choses avant. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Je la connais pas en tant que scénariste, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, avec Murphy, en tout cas, la direction de l'ensemble était très bien donnée, toujours sur les dialogues et tout ça, que ça fonctionnait vachement bien. Et j'aime vraiment, en fait, la façon dont cette Harley Quinn a été développée dans l'univers. En fait, tout ce qui est autour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Harley Quinn, il y avait la fausse, la Neo Joker, tu sais, qui était présentée dans Curse of the White Knight. Sa relation avec ses gamins, les problèmes qu'elle a en fait qui sont abordés par rapport à son statut de mère, où ça part vraiment des difficultés à être mère célibataire, de dépression postpartum, de choses en fait qui sont aussi des sujets qui sont de plus en plus évoqués dans les sphères publiques à mesure en fait qu'on commence à écouter tout simplement les femmes généralement dans ce qu'elles ont à dire sur cette expérience là. Et je trouve que c'est vachement intéressant de la mettre en relation avec ces 2 hyènes qu'elle considère un petit peu comme ses 2 autres enfants. Franchement, la façon dont Scalera dessine les 2 hyènes, c'est juste trop bien, trop mignon. Vous pouvez vous arrêter parce que des fois on oublie, on lit trop vite et tout. Arrêtez-vous sur chaque case et regardez comment est-ce qu'il a positionné les hyènes, comment elles sont trop mimiques. Enfin, quand les hyènes jouent avec les gamins de Harley, c'est trop mignon, quoi. Et donc ça fait vraiment ce côté à la fois où ça mélange le côté Harley Quinn classique et avec cette version complètement réinventée vraiment pour White Knight qui est assez fantastique. Je sais par où je veux commencer. Moi de base je suis pas un énorme fan de la première série White Knight parce que je trouve que c'est trop facile en fait. Parce que tout le monde dit ça pose un débat, est-ce que Batman c'est pas un peu trop la violence, est-ce que c'est pas un peu trop le fascisme et tout. Pour moi, ça pose pas un débat la première série White Knight, parce que ça répond directement à la question. Le Joker était vraiment un malade, un humain normal qui est devenu fou. Batman est vraiment en train de violer la loi. Et du coup, ça pose pas un débat. Quand tu poses un débat, c'est que tu frôles, entre guillemets, comme dans DKR, tu vois. Tu frôles le rôle du héros en lui faisant ça reste un héros, mais qui se comporte comme un fasciste. Du coup, ce que faisait Sean Murphy, c'était pas poser un débat, c'était répondre à la question. Ce qui était, du coup, avec un point de vue. C'est un parti pris très affirmé où il dit non, mais en fait, dans mon monde à moi, le Joker n'est pas l'agent du chaos qu'il a toujours été, c'est un malade, et Batman n'est pas un justicier bienveillant, c'est aussi un malade, et donc quelque part, voilà comment je vais agencer mon histoire par rapport à ce point de vue. Ce qui fait qu'à mon sens, on est dans la catégorie du Elseworld pur et dur, ça ne se met pas du tout en relation avec le reste de l'univers Batman. Harley Quinn n'a rien à voir avec le reste de l'univers Batman. C'est probablement la seule saga où elle a été écrite comme ça, d'ailleurs, parce que là, vraiment, elle est vraiment amoureuse du Joker, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas le Joker qui s'est servi d'elle, on n'est pas du tout dans le propos. Toute l'origine story de leur relation au final. Voilà, dans ce volume-là, effectivement, qui est très, 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 très étudié, et qui justement, en fait, tend à confirmer ce que je dis, puisque généralement, Harley Quinn, enfin, la façon dont Paul Dini l'a écrite dans Mad Love, c'était une allégorie, en fait, de la souffrance des femmes battues, quoi. C'était une nana qui était manipulée par son mec, qui lui tapait sur la gueule et qui avait, en fait, aucun intérêt pour elle. On en reparlera plus tard, d'ailleurs, dans ce podcast de ce thème-là. Et là on n'est pas du tout là-dedans. Là en fait c'est une histoire d'amour inassouvie parce que le mec de la relation a un penchant schizophrène qui est très 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 affirmé, on va dire, parce que voilà en fait elle veut le sauver. C'est grâce à elle grâce à elle qu'elle devient psychiatre à Arkham. C'est aussi dans cette espèce de triangle amoureux, j'ai envie de dire, parce on est vraiment là-dessus par rapport à Batman, par rapport à Bruce Wayne,
où en fait, tu t'aperçois avec ce volume-là précisément qu'en fait, Arlene, ou Harley, c'est l'héroïne de la saga des White Knight, en fait. Parce que depuis le début, c'est en fait l'élément de liant entre Batman et le Joker. C'est le juge de paix, c'est la caution morale de Batman, c'est la caution saine de Jack Napier. Donc il y a vraiment en fait un truc, il y avait vraiment un intérêt à faire cette histoire-là. Quelque part, de faire l'affaire en couple, c'est aussi intéressant parce que là, ça te raconte vraiment une histoire d'amour, en fait. Et on peut même se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une part de biographie là-dedans, ou une part de... Est-ce que peut-être Sean Murphy, il a pas aussi des petits problèmes? Est-ce que sa meuf n'a pas ce côté un petit peu... pas forcément maternel, mais ce côté vraiment, en fait, elle l'aide, tu vois, et du coup, il avait envie de lui rendre hommage à travers la figure de Harley en la confiant à sa femme. Il y a aussi un côté un peu sexy, d'ailleurs, c'est rigolo de voir que c'est écrit par une femme, parce qu'il y a vraiment un côté, en fait, au départ, Harley, c'est une gogo danseuse. Qui flirte avec Napier avec vraiment des vannes de Pussy, tu vois. Enfin, alors en VO, je saurais pas vous retrouver la traduction exacte en français, mais t'avais un truc en mode comment tu t'appelles, Jack? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jack. Et bien Jack, si tu joues bien tes cartes, donc cartes à l'école du Joker, tu seras un Jack in the box. Tu sais, un Jack in the box, c'est l'espèce de diablotin qui sortent de la boîte et qui font peur. Mais la box, c'est aussi la Pussy, enfin c'est aussi la Tosha, en fait. Tu vois. Donc il y a déjà un côté très vanne de cul, très marré. C'est pas du tout, la vanne n'a pas du tout été adaptée comme ça, du coup. Oui, bah c'est très visible. Hein. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment ce côté, on garde l'aspect un peu provocateur, un peu grand gamin qui sait qu'il s'amuse avec l'univers de Batman. Le côté commentaire méta aussi, parce que quelque part, tu parlais de Neo Joker. Quand il a commencé la saga White Knight, en fait, il voulait revenir à la Harley des années 90. À la Harley de Batman TAS. Et du coup, il considérait, lui, que la Harley moderne, celle qui a les couettes et la tenue de roller derby, c'était pas forcément une erreur, mais c'était un point de vue sur le personnage auquel lui n'adhérait pas forcément. Et là, par exemple, on y revient, parce que Neo Joker, en fait, la relation qu'elle a avec Poison Ivy, c'est quelque part une sorte d'hommage méta au fait que maintenant, dans le présent, Harley Quinn est considérée comme une héroïne gay avec Poison Ivy. Et là, il le fait pas avec sa Arlene de l'époque, qui était la copine du Joker, parce que quand elle est apparue dans TS, il y avait pas forcément ce côté, en fait, couple destructeur. C'est arrivé avec Mad Love, plutôt. À l'époque, justement, c'était vraiment la sidekick du Joker. Du coup, c'est assez méta, enfin, c'est bien branlé au niveau de l'écriture méta. Oui, Arnaud, Non, je dis bien branlé. Toujours encore, ouais. D'accord, c'est bien fichu au niveau de l'écriture méta. Il y a, pareil, cette espèce de relation à TAS, puisqu'en fait, c'est quasiment une sorte de continuation de l'univers TAS. Il y a une énorme référence dedans, quand même. Une énorme référence qui est une référence à la référence, que tu as en fait le poster Mondo de ce personnage-là qui est intégré dans cette séquence-là. Et même, de toute façon, toute la mise en scène par rapport au cinéma, c'est vraiment un truc qu'aurait pu écrire Paul Dini, en fait. Ou Burnett, c'est vraiment ce côté hommage au film noir, hommage au passé. D'ailleurs, il y a des épisodes en fait de TAS qui ressemblent beaucoup à ça. Là-dessus, par contre, le truc qui, moi, me gêne un peu plus, bon, au-delà du côté, je trouve qu'il y a quand même des facilités dans l'écriture, mais ça, c'est Sean Murphy, il a toujours été très facile dans son écriture. C'est vraiment Katana Collins qui a écrit le plus. Oui, non, mais les liens entre les personnages, précisément. Je trouve, c'est flou par rapport au côté, mais parce qu'en fait, là, on t'explique qu'Harley n'a jamais été une super méchante, qu'elle est même jamais quasiment devenue folle. C'est un non-sens par rapport à ce qui est dit au début de White Knight 1, tu vois, où elle l'aurait suivi dans sa folie. Enfin bref. Pareil par rapport au Joker, où là, clairement, c'est même plus un vilain, quoi. C'est vraiment juste un pauvre malade. On le voit même pas tuer dans cet album-là, tu vois. Enfin, oui, mais t'as quand même la scène avec la torture de Jason Todd et tout ça, donc t'as quand même que le renvoi, mais après, c'est pas le propos. Mais parce que c'est pas le propos, tu vois. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis qu'en fait, le relationnel, t'as l'impression que c'est un univers qui se construit, en fait, rétroactivement, à mesure qu'il avance. Et ça, c'est une facilité, je trouve, pour justifier ce qu'il avait fait avant, d'essayer de dire, en fait, non, mais depuis le début, si Batman tape le Joker, il avait vraiment tort de le faire parce que, en fait, le Joker a jamais vraiment été un méchant et vraiment un malade, et qu'il aurait pas dû faire ça depuis le début. Mais pareil, là, tu as des trucs par rapport à l'origin story, à la Killing Joke, à la Batman de Burton, hein, en vérité. Là, c'est vraiment Batman de Burton. Jusque dans les plans, le choix du chapeau et tout. En même temps, Jack Napier. Voilà, exactement. Et du coup, c'est à la fois c'est méta, mais du coup, il y a aussi des trucs qui me font dire que c'est vraiment, il faut pas le lire comme une analyse de Batman, il faut vraiment juste le lire comme un Elseworld très particulier. Et qui marche bien qui se développe bien quand même. Ouais, carrément. Pareil, le lien qui est fait entre le vilain, enfin les vilains et Harley et son obsession pour le Joker, et ce côté un peu groupie, un peu... Ouais, l'obsessionnel, ouais. Je pense que je sais pas si c'est un point de vue sur la culture des fandoms ou si c'est juste en fait un truc qui évoque des vrais agissements de fans de cinéma qui ont pu être des harceleurs ou des meurtriers parfois. Tout. C'est un peu comme dans le film truc de Stephen King, tu sais, où t'as une nana qui est fan d'un romancier, et puis elle le retient chez lui, elle lui pète les genoux et tout, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, il y a un peu ce côté... c'est quoi être à ce point-là fan au point de devenir fou et tout.
Donc ça c'est plutôt sympa. Après dans la résolution je trouve que ça va un peu vite. Il y a des choix esthétiques par rapport à un hypothétique nouveau costume de Harley ou Trop bien. Moi, je le trouve trop cool. mais moi je le trouve trop cool, mais je le trouve pas Harley du coup, tu vois. Enfin. Ouais, mais parce que ça fait. Comme dit, on est aussi dans un Elseworld, donc à un moment, il faut aussi lâcher la bride par rapport à ce que tu connais. Je trouve qu'il y a assez de références, en fait, à la Harley Quinn classique et la Harley moderne, avec quand même l'opposition frontale qui était faite dans Curse of the White Knight, qui était très évidente aussi. Et je pense que justement, après, tu peux lâcher un petit peu la bride et te dire aussi, bah, ça reste quand même un Elseworld. J'ai une 3/4 de carte blanche, je sais pas dans quelle mesure il a toutes les libertés. Non, il a toutes les libertés. Vas-y, on le fait en fait. Tu vois, il a vraiment toutes c'est les une bête de libertés. design et surtout quand t'engages quelqu'un comme Matteo Scalera, franchement, parce que tous les costumes aussi là par rapport au cinéma, t'as plein de costumes un petit peu vintage et tout ça. Enfin, il y a une esthétique qui est géniale. La peinture de Scalera, c'est un mec qui était déjà très fort pour ça dès le début de Black Science avec les vaisseaux, les environnements qui étaient tous peints par rapport à des personnages qui étaient justement dessinés ancrés. Là, t'as vraiment des trucs par rapport justement à l'une des antagonistes où vraiment elle est faite de peinture. Trop bien, quasiment. non, mais super chouette. Ce qui offre un décalage qui est génial graphiquement par rapport à l'environnement qui est autour d'elle et tout. Bon voilà, moi je suis projectionniste, je vous apprends rien. Toutes les scènes qui se passent dans un cinéma et qui incluent un projecteur, je suis content. Voilà, moi ça me va. Je demande pas grand chose de plus à la vie. Même si là c'est complètement incohérent la façon dont elle enferme Harley avec. Bref, je vais pas spoiler, mais il y a plein de trucs qui sont bien branlés. Enfin. Attention. Bien fichu. Langage. Et c'est vraiment, oui, c'est un épisode de TAS écrit par un adulte, on va dire, enfin, pas pour un public d'enfants. C'est bien, voilà, pour moi, il y a juste ces petits problèmes par rapport à l'honnêteté du projet dans son plan original. Et puis quelques simplicités. Par contre, comme tous les White Knights, c'est un très bon blockbuster. Blockbuster très méta, très bien fichu, avec une héroïne qui est top, effectivement. Et c'est cool de voir que c'est vraiment la seule lecture de Harley qui propose cette version-là. Qui est vraiment justement où on considère qu'en fait Harley n'est pas un personnage de second plan. Harley en fait était là depuis le début, elle était importante depuis le début. C'est limite la pièce maîtresse de cet univers. Par rapport au trio Batman Joker. Et même par rapport à ce qui a été fait récemment, même dans la série Harley Quinn de HBO Max, c'est pas du tout ça. Même par rapport à Breaking Glass, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment un truc qui va un peu plus loin, qui propose une lecture très originale du personnage, qui en plus est très cool, ouais, y a pas de souci. Faudra juste voir qu'est-ce qu'ils comptent en faire après, parce que si effectivement, de ce que je comprends de la fin, il y a quand même un côté, là on est vraiment sur totalement autre chose. On est vraiment sur un truc qui n'a plus rien à voir avec. Ouais, mais après le truc c'est que techniquement, je pense que Beyond, ça va y avoir un nouveau gap temporel en fait, tu vois, parce que si ça prend Beyond, c'est que, enfin, je sais pas s'il veut faire du coup Terry McGuinness dedans, mais à mon avis. Vu qu'il est obsédé par l'univers des CAU à l'ancienne, ça me paraît très logique. Hein. Ça me paraît très logique qu'il y ait plein d'hommages justement à Beyond. Bon, alors techniquement Beyond sans le Joker Beyond, ça a aussi un peu moins d'intérêt, mais moi je vais préférer le film du coup que la série animée. Mais non, mais ça me paraît assez évident. Ouais. De toute façon, là, ils te le disent, hein, c'est grosso modo la fin d'un cycle. Puisque Batman, il en a pour 10 piges, Bruce Wayne en a pour 10 piges. Les autres personnages vont être là pour continuer un peu cette trame temporelle, mais. Ça sera dans le futur, je pense vraiment. Dans le futur, mais après, t'as les autres séries sur Batgirl ou Catwoman qui peuvent très bien servir encore de pont narratif pour arriver ensuite au futur. Qui serviront après à amener au futur présenté dans Beyond the White Knight. Mais en tout cas, voilà, moi, très bonne lecture, hein, franchement. Ouais, non, mais c'est une très bonne lecture, y a pas de souci, c'est très beau. Et effectivement, c'est rigolo si tu plisses un peu les yeux et que tu oublies la colo, tu pourrais vraiment te dire qu'en fait, Matteo Scalera, il fait du Sean Murphy, quoi. Mais du coup, il y a une version noir et blanc qui sort aussi. Ouais. Hein. Ouais. Donc ça, c'est l'album version couleur, l'édition standard, elle est à 18€. Et donc pour 2€ de plus, t'as une version qui est en noir et blanc. Je peux donner mon avis là-dessus ou... Oui. Je trouve que se passer de ce côté peinture, justement, serait un peu dommage. Parce qu'il y a vraiment des colos. Moi, j'ai pas encore vu j'ai pas vu encore les noirs et blancs. Donc, mais c'est. La Scalera est merveilleuse pour le coup. Ouais, je t'avoue que j'ai pas encore pu regarder la version noir et blanc, donc je peux pas te faire le comparatif, mais je pense que les deux peuvent apporter quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Mais par contre, c'est peut-être plus difficile du coup de dire par contre, parce que je suis en train de vérifier, mais c'est pas les couleurs justement de Matteo Scalera, c'est Dave Stewart qui met en couleur. Mais justement. C'est pas non plus la moitié d'un coloriste. Hein. Ah non, Dave Stewart, non, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, ça permettra de voir en fait qu'est-ce qu'il apporte en fait Scalera par rapport justement au côté noir et blanc qui est présent et important là-dedans par rapport à ce que fait Dave Stewart. Moi, je serais chaud pour qu'il nous fasse un jour un comics avec son style peint en fait. Et d'ailleurs, pour le dire quand même, c'est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus beau que ce qu'il a pu faire sur Space Bandits. Où là, on était sur un carré beaucoup plus automatique. Il y a eu de très bonnes idées, hein, c'est très beau Space Bandits, mais là justement, si vous lisez Deadly Class, vous verrez qu'il y a un peu du Murphy avec ces traits qui font un peu des regards un peu méchants, les petits nez pointus aussi, un truc qu'ils ont en commun.
Et que là, pour le coup, la fusion est, à mon sens, parfaite, quoi. Ça pourrait être, tu pourrais même, enfin, le vendre à quelqu'un en disant, t'as vu, ça ressemble vachement à ceux d'avant et tout. Et il va avec du feu, quoi. Ouais, en tout cas, je suis chaud pour que Katana Collins continue d'écrire là-dessus, quoi. Du coup, ils ont ploté l'histoire, mais c'est elle qui fait vraiment le script de chaque numéro, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne sortie. Donc on vous l'a dit, à 18 ou 20 euros en fonction de l'édition que vous préférez prendre chez Urban Comics. Sans transition toujours, on continue, on retourne maintenant dans de l'indé, on restera dans l'indé jusqu'à la fin de ce podcast avec la dernière sortie en date du label 619. Alors techniquement, la vraiment dernière, c'était Mutafukas 86 chapitre 5, donc on y reviendra dans un prochain Back Issues. On va faire le point sur l'ensemble de ce spin-off. Mais d'abord, on parle d'un nouvel album et qui sera du coup, je crois, bien le dernier album à paraître chez Ankama, puisque dès l'année prochaine, dès fin janvier, on continuera l'aventure du 619 aux éditions Rue de Sèvres. Et donc là, c'est Frankly l'après Alcatraz. Donc c'est écrit par Asteda, je crois que c'est David Asteda, et c'est dessiné par Ludovic Chestnut ou Chono, je ne sais pas comment on le dit en français pour le coup. J'imagine que le S ne se prononce pas, et le T non plus, donc ce sera Chono. Et les deux en fait avaient déjà collaboré ensemble, notamment sur un Doggy Bags One Shot, Maple Squares. Ils ont fait aussi plusieurs histoires ensemble. Ils ont fait une histoire ensemble pour l'anthologie Doggy Bags, et ils ont dessiné ou écrit séparément de leur côté aussi pour Doggy Bags. Donc en fait, si vous lisez le label 619, les productions 619, vous connaissez déjà ces noms, vous les avez certainement déjà vus passer, que ce soit de façon consciente ou non. De toute façon, Chono a quand même un style graphique assez identifiable, assez reconnaissable, je trouve. Et donc, de quoi ça parle? En fait, c'est une forme d'uchronie qui s'inspire d'une histoire vraie. C'est l'histoire donc de ce Frankly Smith qui a réussi, qui fait partie en fait de rares personnes à avoir réussi à s'être évadé de la prison d'Alcatraz en compagnie de deux autres prisonniers. Sauf que donc ça s'est passé en juin 62 et que officiellement en fait ils n'ont jamais été retrouvés. C'est-à-dire que Frankly Smith et ses deux compères en fait donc ont réussi à creuser grosso modo un tunnel, ont réussi à fabriquer un canot pour s'échapper de cette île prison. Et sauf que quand les recherches ont été lancées, quand l'évasion a été découverte, ils ont découvert des restes un petit peu sur une plage, mais ils n'ont jamais retrouvé de corps. Et donc ils sont présumés disparus ou morts même depuis tout ce temps. Et donc le pari d'Asteda et Chono en fait c'est d'imaginer en fait et s'ils n'étaient pas morts, et surtout et si Franklin n'était pas mort, qu'est-ce qui se serait passé, que serait-il devenu? Et alors de façon assez curieuse par rapport à l'esprit Doggy Bags, on va dire, on est quand même dans un récit qui se rapproche presque de la tranche de vie par moment, et qui pour moi en fait je trouve moi j'ai vraiment aimé parce que j'étais très surpris justement de la tonalité de l'histoire, où en fait on parle vraiment en fait d'un mec dont la spécialité c'était de s'évader de prison. C'est-à-dire que c'était pas non plus un grand malfrat, c'était pas un tueur en série, c'était pas un mec abominable, c'est juste que c'était un mec qui était très très fort, a priori qui avait un fort QI, en tout cas qui réussissait à s'évader de toutes les prisons dans lesquelles il allait pour ses larcins. Et c'est juste que à force on lui a dit t'es relou en fait, si tu passes que ton temps à t'évader, on va te mettre dans une prison où a priori tu ne pourras jamais t'échapper. Et en fait, en retrouvant la vie normale, en fait, en tout cas, il essaie de s'intégrer, de se rebâtir une nouvelle vie, donc auprès d'un mec qui vit dans un village côtier pas très loin, qui décide de le recueillir parce qu'ils ont grosso modo leurs propres soucis familiaux, et que la présence de quelqu'un en fait permet un petit peu de les aider à surmonter leur propre traumatisme. Et au fur et à mesure, je trouve que c'est quand même une lecture vachement intéressante c'est quoi la prison en fait, et ça veut dire quoi être libre réellement, puisque au final à force de se rebâtir une nouvelle vie, moi j'ai vraiment le sentiment que ce qu'il est en train de faire c'est de se construire une forme de nouvelle prison, alors certes beaucoup plus confortable, mais qui est vraiment en fait une réflexion en fait de dire qu'est-ce que la liberté réellement. C'est-à-dire que même quand tu es justement dans un cadre familial avec un travail et tout ça, avec une histoire d'amour et tout, est-ce qu'au final tu ne t'enfermes pas toi-même en fait dans une autre forme de prison? Alors bien sûr après il y a une forme de récit policier qui s'installe aussi, puisque Franklin ne cessera jamais d'être recherché, et donc il y a certains de ces éléments qui arrivent par la suite, donc et la conclusion est ce qu'elle est. Mais enfin moi je trouve ça vraiment assez intéressant, et surtout ça m'a moi pris vraiment
à 90 degrés par rapport à ce à quoi moi je m'attendais vraiment à un truc à un polar très très brutal où limite il s'enfuirait, il serait retrouvé, il buterait des types et ce serait un peu voilà, ce serait très brutal justement par rapport à ce que les deux compères avaient fait précédemment. Et du coup non. Et puis bah pour la partie artistique par contre, bah c'est beau franchement, c'est un style qu'il faut un petit peu maîtriser, je dirais, parce que c'est pas forcément le truc le plus évident, notamment par rapport à des visages qui sont très à la fois expressifs, mais qui ont aussi un travail sur la déformation des corps et tout ça, tu vois, par rapport aux angles que je choisis. Mais après, c'est des grandes planches, souvent en 3 bandes, mais voilà, qui profitent de ce grand format pour avoir des grandes cases. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un travail sur les couleurs aussi par rapport aux scènes de flashback. Parfois, c'est un peu plus, enfin, les couleurs sont un peu plus fades, enfin, pas plus fade mais un peu moins prégnante sur certaines scènes. Vraiment un très très bel effort de composition et de mise en scène, donc j'étais assez bluffé pour ce travail parce que c'est quand même c'est plus, enfin c'est, je sais pas combien de pages c'est je sais pas, 150 pages faciles, voire un peu plus, et donc je trouve que c'est vraiment un très beau travail. Puis c'est marrant parce qu'à la fin t'as pas mal de travaux de documentation aussi qui rappellent vraiment pour le coup de Guy Bags en fait ce qui était fait complètement, ouais. Entre chaque planche, qui te permet vraiment d'avoir l'histoire derrière tout ça, et même aussi cet autre rapport au réel qui est le film L'évadé d'Alcatraz, puisque cette histoire a inspiré un film donc avec Clint Eastwood, et donc qui intervient aussi à un moment dans le bouquin. Donc ça permet de faire en fait le lien, c'est-à-dire que tu as l'évasion, tu as le film, et en fait vraiment cet album qui t'explique potentiellement qu'est-ce qui aurait pu se passer entre les deux. Donc je sais pas, enfin je dirais pas que j'ai eu un coup de cœur forcément non plus, parce que justement j'étais tellement surpris aussi que j'avais du mal à me dire putain c'est ouf et tout ça, mais après l'avoir digéré, tu vois, je trouve que justement c'est vraiment une bonne expérience en fait dans la façon dont cette équipe créative a pu se renouveler par rapport à leur production précédente. Voilà, j'ai fini mon monologue, Corentin. Bah, écoute, moi je trouve ça très bien. Bah voilà, on peut passer à la suite. Non, tu peux développer un petit peu. Non, mais je suis pas du tout aussi emballé que toi. Ça, je sais. Ça me fait mal parce que vous savez l'affect que j'ai pour les productions 6-19. Je connais moins cette équipe créative là précisément parce que voilà, j'ai pas lu tous les Doggy Bags, mais honte à moi. Comment dire, je trouve ça, le parti pris effectivement est intéressant. Pour moi, ça fait moins tranche de vie que réflexion effectivement plus comment dire, pas forcément douce amère, mais contemplative, voilà, sur le quotidien, tu vois. C'est quoi en fait c'est un peu un truc un peu façon Victor Hugo, quand Valjean s'évade, finit par après reconstruire sa vie sous un autre titre et tout. C'est un peu ça que tu cherches au début dans les pages, en mode du coup il va bâtir une nouvelle vie, son passé va venir le rattraper, etc. Je m'attendais pas forcément à des scènes de flingue ou autre, je m'attendais plus à ce truc par rapport à la liberté dont tu parles, je le vois un peu, mais je vois plus une sorte en fait de plaisir à être en vie, quoi, de créer des liens, d'essayer de trouver l'amour, par rapport aussi à un regard sur l'Amérique à la Forrest Gump, parce que le temps passe, il y a un regard social sur les transitions des années 60 avec la génération hippie, le flower power, la présidence de Nixon et tout ça, mais c'est peu nourri par rapport au début, je trouve, où on a l'impression qu'Alcatraz va vraiment être une allégorie des États-Unis, où on te parle du moment où les natifs américains ont pris d'assaut l'île pour essayer de dire que c'était un territoire natif américain et tout. Donc il y a des trucs qui sont bien, effectivement graphiquement c'est une sorte de chaînon manquant entre Run et Pagani, on va dire, parce que ça reste quand même très Doggy Bags dans l'expression de la violence, dans l'expression du dynamisme, dans l'expression même physique, mais en même temps justement t'as ce côté plus Pagani avec un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, un peu plus féminin, on va dire, par rapport à cette virilité très brutale qui s'insère aussi là-dedans, avec sa nana qui a un peu les yeux de Hinata de Naruto d'ailleurs. T'as plein de trucs comme ça qui sont bien fichus, mais je trouve qu'il y a des séquences qui fonctionnent pas en fait. Tout le truc avec l'ex violent et toxique de sa meuf, pour moi c'est irrésolu, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a un problème par rapport à ce que ça dit de sa relation avec cette meuf là qui va très vite en plus, qui est pas du tout le cœur du bout du volume. Le rapport au réel par rapport au film d'Alcatraz et le potentiel scénariste qui du coup se serait basé sur ce qu'il sait de sa vie, ça arrive trop vite et j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut faire par rapport au film de Dan Siegel. Peut-être parce que c'était plus long à la base. Tu vois, justement, Doggy Bags, ils ont souvent, 619, ils ont souvent justement cette réflexion par rapport à la fiction populaire et à la mise en scène et comment le cinéma s'inspire de vrais mythes, ou comment les vrais mythes nourrissent l'imagerie populaire, l'iconographie, l'inconscient collectif. Et là, quelque part, moi, j'ai pas vu le film après, donc, mais de ce que je comprends, c'est beaucoup plus concentré sur l'évasion elle-même, un peu comme Les Évadés, c'est plus un film d'évasion de prison qu'un film de qu'est-ce qui se passe après.
Même le rapport à Eastwood, Ah oui, le l'évasion rapport d'Alcatraz, c'est sur l'évasion, hein, c'est Ouais. pas sur. le rapport à la déformation de la réalité qui pourrait s'instiller. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que ce bouquin veut me raconter. Parce que moi, je trouve pas qu'il se sente particulièrement en prison ensuite. Je sens qu'il est redevable au couple qu'il a accueilli. Il a peur, oui, comme un fugitif, parce que tu passes ta vie à regarder au-dessus de ton épaule. Alors, c'est pas forcément le fait qu'il se sentirait lui-même prisonnier, mais disons qu'il y a un moment en fait où tu comprends en fait que il avait des attaches et que une fois que grosso modo ces attaches finissent par disparaître, en fait c'est là qu'il est une nouvelle fois libéré grosso modo. Et c'est là que moi je me dis ah mais en fait du coup tout ce qu'il a vécu là en fait techniquement en fait il se construisait une autre forme d'environnement, alors certes beaucoup moins austère, mais qui restait malgré tout un cadre fermé duquel en fait il pouvait pas s'échapper. Mais parce que après il avait des bonnes attaches avec voilà ceux qui l'ont recueilli, avec la meuf qu'il aime et tout ça. Ouais, Et mais pour moi, du coup, il manque un truc par rapport à sa jeunesse, par rapport c'est un mec qui veut s'évader tout le temps. Tu vois, c'est un mec dont l'évasion en fait est inscrit, j'ai l'impression, dans son ADN. Ouais. Et du coup, ça doit retransparaître quelque part à un moment en fait. Tu vois, ça, je le vois pas moi. C'est juste moi mon esprit débile. Non, mais peut-être que c'était hein, l'intention des deux auteurs, mais tu vois, à un moment donné, il parle de sa jeunesse, il parle de ce côté, il se fait serrer à 13 ans et tout. Et pourquoi est-ce qu'il connecte aussi bien avec Frisco et avec sa femme? Parce que clairement, c'est une dynamique familiale. En fait, il recompose une famille, peut-être qu'il a pas eu, et ça marche très bien. Leurs échanges, c'est très sincère. C'est très beau. Il y a vraiment, même voilà, pareil, un petit côté comme le film de Pixar, Luca, là, tu vois, où t'as ce moment avec le héros un peu solitaire qui redécouvre la famille, l'amitié, etc. Non, mais il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse. Du coup, avec des adultes marqués par la vie aussi, c'est vachement. Complètement. Ça, c'est réussi. Mais pour moi, il manque un payoff à ça, et le fait de ramener ça au film ensuite et au mythe et Alcatraz et compagnie. C'était, en fait, j'aurais préféré limite que tu le vois vieillir vieux sur une île avec une barbe blanche, et il aurait repris les chopes de son père adoptif, en trace de Frisco, etc. Tu vois, du coup, il y a un truc qui manque, quoi. Il y a un truc je comprends pas. Tu vois, je comprends pas exactement quelle est la finalité de ce récit. Et puis, moi, je considère, entre guillemets, qu'il a une belle vie quand il est, alors, probablement que t'as raison par rapport à ce truc du roi de l'évasion qui veut toujours aller d'un point A à un point B et tout. Mais quelque part, j'ai vraiment l'impression qu'il avait trouvé une sorte de plénitude dans cette relation familiale, et qu'il nous a arraché très vite parce qu'on nous dit, grosso modo, que maintenant il veut s'installer, il veut niquer, il veut une nana et tout. Et après, ça disparaît avec cette espèce de séquence très dramatique, tu vois, très film des 70, tu vois, en mode genre avec l'ex violent et tout. Et en définitive, tu reconnectes sur complètement autre chose ensuite. Du coup, voilà, moi, je suis un peu perdu en milieu de volume. Je sais pas vraiment ce qu'on essaye de me raconter. Après, probablement, si j'avais vu le film, si je m'intéressais plus au mythe d'Alcatraz, et comme tu dis, le bouquin est bien nourri de ce côté-là. Il y a des vraies références historiques, il y a un vrai travail de documentation. L'histoire en elle-même est intéressante, et probablement qu'il aurait pas pu refaire un bouquin d'évasion qui aurait été justement un remake du film en BD. Mais voilà, pour moi, il y a un détail qui m'échappe et j'arrive pas à comprendre. Très bien. Bon, en tout cas, on vous laissera le libre choix d'aller à la découverte de cet album, donc qui est publié donc au label 619 chez les éditions Ankama, et donc très grand format. Franchement, c'est un album qui a un grand format, qui a une très belle fab et qui est proposé à 19,90 €. Donc par rapport à l'objet livre, ça reste toujours un rapport qualité-prix assez chouette. Et on va donc terminer, Corentin, ce podcast avec un monument, avec la puff, j'ai envie de dire, avec un monstre de bande dessinée, et le nom n'est pas choisi au hasard, bien entendu, puisque je suis un maître du maniement des mots. C'est bien connu. Oui. On m'appelle un peu le nouveau Zola de Paris. Parce que Zola maniait particulièrement bien les mots. Bon, quand même, ouais. Oui, ouais. Bon, on peut le dire. Tu accuses Barry Windsor Smith d'avoir fait une BD de ouf? Ah, je l'accuse de m'avoir mis par terre avec ce truc. Donc, ça s'appelle Monstre, au pluriel, de Barry Windsor Smith. Première BD que ce géant de la bande dessinée américaine sort depuis, je crois, c'est depuis 16 ans, en fait. C'est sa première BD depuis 16 ans. Et en fait, un projet qui, historiquement, à la base, donc, germe dans l'esprit de ce dessinateur. Donc, qui a commencé avec... Voilà, dans les années 60, en fait, à l'époque du nouvel âge d'or de Marvel, en fait, en dessinant de façon très classique au début, ouais. Avant de changer de style, en fait, et d'avoir, en fait, de faire partie, en fait, juste de ces dessinateurs qui ont imprimé l'histoire des comics par leur travail. Il a aussi bossé chez Valiant en tant que directeur, hein, tu me disais. Directeur créatif. C'est lui qui a inventé Archer et Armstrong. Justement, le Archer et Armstrong de Barry Windsor Smith existe aux éditions Bliss. Et donc, dans les années 60, pas dans les années 60, dans les années 80, en fait, il a
il a une histoire en tête en fait de Hulk qu'il propose à Marvel, et sauf qu'en fait avec Marvel ça ne s'entend pas bien, et donc en fait il va garder cette histoire qui va germer, qui va développer et qui va du coup dessiner intégralement et écrire donc sur un total de plus de 300 pages qui nous arrive enfin. Donc c'est sorti cet été aux États-Unis, ça a fait grand bruit, ça arrive maintenant, là c'est chez Delcourt qui nous propose ça. Et ouais, enfin, moi je suis encore sous le choc. À l'heure où on enregistre ce podcast, je l'ai lu hier soir, et ça m'a mis une claque. Je trouve que c'est incroyable. Alors, je ne connais pas l'âge de Barry Windsor Smith actuellement. Son âge, tu dis? Ouais. Il a 72 ans. D'ailleurs, j'ai dit 60, mais c'est 70 quand il débute sa carrière. J'ai fait. Il a commencé assez jeune. Ouais. Bah, il a commencé parce qu'il avait un style à la Kirby. C'est avec Conan et Weapon X et c'est machin qu'il a commencé à choper un style un peu plus granuleux, on va dire. Ouais, sur Conan surtout, ouais. Beaucoup de hachures, beaucoup d'ombrage et des trucs beaucoup plus sombres en vérité. Alors là, Monsters, on peut voir effectivement comment ça se connecte très bien avec Hulk, avec l'imaginaire de Marvel en fait, puisque ça commence vraiment comme une série B. Donc il a 72 ans là. Ouais, qui serait une sorte de mélange entre Iron Sky et Shining, on va dire. Puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale, en 1940... Non, alors, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre passé et présent. Ouais. On va essayer de résumer ça. Alors, le mec, il est né en 41, le héros, et il a 20 ans, je crois, quand il s'inscrit au service militaire, donc ça doit être au début des années 60 que ça commence. Oui, c'est en 64. Merci, voilà, 64. Mais t'aurais pu me le dire tout de suite. Oui, bah pardon. Donc effectivement, c'est un jeune mec qui s'appelle Bobby Bailey qui s'inscrit au service militaire. Il se trouve qu'il a un œil en moins, on sait pas trop pourquoi au début. Et il a pas de papier, il a jamais travaillé dans sa vie, il existe quasiment pas sur les registres. Et donc il y a le recruteur militaire qui a entendu parler d'un programme, le programme Prométhée, qui appelle sa hiérarchie et qui dit j'ai un bon client pour vous. Donc le major Roth vient le chercher, l'emmène dans un laboratoire secret et va appliquer sur lui un programme de transformation corporelle des nazis, puisque le chef de ce département, le colonel Friedrich, c'est un ancien scientifique nazi tout simplement qui probablement avec Paperclip ou quoi, la fameuse opération où on a fait venir beaucoup de scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler sur la fusée, etc., a rejoint les rangs de l'armée américaine et a monté en secret du coup une sorte de département un peu de l'ombre pour recréer Prometheus, le mythe de Prométhée qui est une sorte de Frankenstein en vérité, de création du surhomme arien sur la base d'un corps humain. Donc après ça en fait ça devient très vite très très brumeux, puisque le recruteur militaire qui avait justement envoyé ce pauvre gamin dans les labos commence à se sentir un peu coupable. Il s'enferme dans sa cave. Alors c'est un père de 2 enfants, il s'enferme dans sa cave, il commence à avoir des visions et il cherche dans les comics de super-héros une sorte de réponse. C'est très très méta au début, on comprend pas du tout ce qui se passe et tout. Et il explique après à sa femme que comme le concierge dans The Shining, il a un pouvoir de vision. Il a vu en fait la mère de ce gamin qui était venue lui parler, lui dire sauve mon fils. Et là-dessus, va s'engager un scénario très tortueux, très écorché, très brumeux, très très compliqué même, à comprendre. Complexe. Pas compliqué, complexe. Mais complexe, ouais. Avec justement une recomposition de l'enfance de ce gamin, sa relation à son père, sa relation à sa mère, comment justement le gouverneur Powell, qui vient après plus tard, dans le présent du coup, essayer de retrouver où est passé le monstre quand il a fini par quitter l'entrepôt des nazis, des nazis américains, donc des nazis. Lui, on comprend que en fait Powell, il avait vraiment aussi un historique. Et en fait, c'est lynchien, c'est très lindelofien aussi dans l'écriture, mais fait de manière à l'ancienne, vraiment, avec un truc très noir, qui graphiquement est extraordinaire, où à la fin, ça devient une sorte de labyrinthe de souvenirs, où on se promène en fait dans les significations du cycle de la violence, de la haine, de la tristesse aussi, pour essayer de recomposer cette famille, de ce qu'elle aurait dû être, de ce qu'elle aurait pu être, de ce qu'elle a été, et en fait comment Bobby Bailey s'est retrouvé à devenir un monstre physique sur la base d'un historique monstrueux qui était celui de la guerre, celui d'un père très abusif, très violent. Conjugale, ouais. Même à un moment donné, tu te demandes si le père il est pas vraiment parti. Et la mise en scène est extraordinaire de ce point de vue-là. On peut peut-être en parler directement. Donc c'est du noir et blanc. C'est tout en noir et blanc. Ouais. Voilà, c'est un style de dessin qui justement fait beaucoup moins dans le Windsor Smith du muscle, de l'élancé de la grande époque ou même des postures et tout, parce que là c'est un style qui justement évoque beaucoup plus le travail commun de fantagraphique, c'est-à-dire que c'est de la bande dessinée en ligne claire au début, très classique. Et puis ça se rajoute avec des effets de hachure, des effets de nuages, des effets de fumée, des effets d'éclairage. C'est un noir et blanc qui est magnifique à regarder. Ouais.
les déformations corporelles et la violence, tu vois, mais c'est un côté vraiment très noir, très film d'horreur à l'ancienne au début, puis très Eraserhead aussi ensuite, quand ça commence vraiment à avoir ce côté vision, où il joue beaucoup avec les bulles de dialogue. C'est un maître, hein, Barry Windsor Smith. Du coup, la façon dont les bulles sortent de chaque case pour guider ton regard, comprendre les interactions. C'est le seul truc, d'ailleurs, c'est peut-être le seul reproche sur la facilité de lecture, parce qu'en fait, faut vraiment comprendre que quand les bulles s'entrecroisent, c'est qu'elles se suivent vraiment, même si elles suivent pas l'ordre dans lequel t'as la façon de lire les bulles en BD, exactement. Et que vraiment ça t'impose en fait de suivre en fait les bulles pour bien comprendre même juste les dialogues, et que je sais que moi à un moment j'avais des réflexes je lis d'abord ça et tout ça, et en fait tu dis merde, ça passe pas, et voilà, si tant que t'as pas pris le truc en main, par moment ça peut un peu te sortir mais ça participe du côté de labyrinthe, je trouve. Ouais, que limite, sûr, en fait, tu pourrais quelque part flouter les images et dessiner une sorte de chemin. C'est pareil, après, quand t'as les premières scènes de flashback avec le papa qui est au téléphone, et t'as rien qui est utile. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de personnages qui parlent pour ne rien dire, qui rapportent rien à l'intrigue, mais les mots, c'est un décor. Les mots écrasent, entre guillemets, parfois même la narration séquentielle, au point justement de devenir très important par rapport à ce que les gens vont dire ou ne pas dire. T'as aussi un truc, quand le père commence à parler en allemand au début, et tu comprends pas si c'est réel ou si c'est lui qui mélange ce souvenir-là avec Friedrich. Et après, il se met à parler en gothique, avec des lettres qui sont trop grosses pour les bulles, avec des répliques des phylactères qui se chevauchent, où tu comprends qu'en fait, ces personnages-là, ils parlent, mais ils ne s'entendent pas, ils s'écoutent pas parler, parce qu'ils sont pas là en même temps, tu vois. T'as tout ce côté, voilà, le Shining, je sais pas, j'appelle le Shining parce que c'est les références. C'est complètement le Shining, voilà. C'est complètement Shining. Qui, pareil, va essayer te mettre en fait par une sorte de gros labyrinthe de qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui a vraiment eu lieu, la relation au gamin aussi qui est extraordinaire. Tu vois vraiment avec les yeux d'un enfant en fait un regard sur la monstruosité, sur la folie, sur les implications très métaphysiques de tous ces espèces de mondes à pouvoir et tout. Et puis la monstruosité corporelle d'un héros qui est tragique au premier degré en fait. Je crois que ça t'a beaucoup parlé, ça, Arnaud. Oui, bah moi, vu ma gueule, clairement. Mais non, pas ça. Tu m'as dit que t'avais eu des vraies petites larmes qui montaient à la fin. Ah non, mais ça fait chialer ce truc. Enfin, ça dépend après de ton implication émotionnelle dans le récit et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça part. Après, c'est vrai que est-ce que tu sais ou pas que c'est un projet Hulk à la base ou pas, ça peut peut-être un petit peu influencer juste ton regard, notamment sur le premier segment, où effectivement ça part un petit peu de façon classique avec voilà cette histoire un petit peu de série B, série Z. Mais à partir grosso modo du premier quart en fait. Une fois que le premier segment assez classique s'approche et qu'on commence justement à rentrer dans la dimension en fait où le réel et les souvenirs vont se mêler et où finalement ça va être vraiment une succession de flashbacks qui t'emmènent à remonter dans le temps. En fait, simplement pour comprendre, limite, ce serait presque la construction, tu sais, facile parfois des films où on disait ça, c'est moi. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, tu vois. Sauf, mais fait du coup avec 1000 fois plus de talent, clairement, tu vois. Et plus t'avances là-dedans, en fait. Le monstre, il y a un freeze frame. Ah bah les gars. Je me suis pas mis du bon pied ce matin. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, mais beaucoup. Alors, mon père me frappait. non, mais c'est l'imagerie, quoi, tu vois. Et voilà, et puis ça commence à rentrer en fait dans une sorte de drame familial en fait, où et la façon, en fait, je suis désolé, mais t'as le dessin et l'écriture qui se répondent là-dedans de toute façon parce que c'est lui qui fait tout. Mais c'est suffocant en fait. Mais tu étouffes en fait. T'es à la place du gamin et tu étouffes de ce père qui est violent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tous ses regards, et t'essaies de comprendre pourquoi il est comme ça, mais il est vraiment insupportable. T'as le point de vue de la mère qui raconte une autre forme de tragédie, en fait, une tragédie amoureuse quelque part, qui est une histoire qui a pas forcément pu se faire, et tu souffres, en fait, tu souffres à la place de cette personne, et puis après, tu rebascules dans une forme d'horreur quand tu remontes encore plus dans le temps, l'écriture du couple abusif, par Windsor Smith, c'est très fort quand même. Enfin, non, c'est pour ça, mais c'est pour ça, enfin, mais c'est pour ça, et c'est pour ça qu'enfin, voilà, moi, quand tu lis d'une traite et que t'es vraiment dedans, et que t'as toutes ces émotions, enfin hyper négatives, hein, qui t'arrivent en pleine gueule, avec parfois des touches d'espoir avant de rebasculer dans une horreur qui à un moment est vraiment, qui est abominable et tout. Ouais, la fin, je suis désolé, la fin, enfin ça dépend après juste de ta sensibilité. Mais moi, je me suis roulé en boule, hein, vraiment. Ça m'a retourné, quoi. C'est ultra fort. J'en discutais en plus avec, j'espère qu'il m'en voudra pas de le dire, mais avec Julien Hugo Narbert, tu sais, le dessinateur français, qui lui est père de famille, qui a dit, mais moi en fait, je peux pas le relire en fait, parce que par rapport au destin des pères et tout ça, parce qu'en fait t'as deux crises familiales, t'as celle du premier daron et celle du deuxième. Il fait mais en fait moi je sais pas, du coup j'arriverai pas à le relire parce que c'est trop dur en fait, tu vois, parce que ça. Ouais, mais bien sûr. Mais pourtant tu vois,
On dit ça, et moi, quand je l'ai. Parce que du coup. Toi, tu l'avais lu en VO, hein. Alors, je l'avais lu en VO, j'avais commencé surtout en VO. Puis Arnaud, très gentiment, m'a acheté un exemplaire parce qu'on a reçu qu'un seul service presse. Du coup, bah voilà, on préparait le podcast. Je me suis dit, bon, écoute, je vais voir où j'en étais. En fait, du coup, je me suis dit, non, c'est trop con parce que je vais être perdu. Je vais recommencer le arrêter au milieu de volume. Je vais recommencer à la page 1 et franchement, j'ai pas réussi à la lâcher, quoi. Je l'ai lu au travail d'ailleurs, je tiens à le dire, un dimanche. Franchement, j'étais à la fin, j'étais en mode genre, mais t'imagines si ça avait été une histoire de 23 pages de Marvel dans les années 80? Non, mais après, ça aurait pu être du coup livré tel quel à la limite en faisant un énorme graphic novel Marvel. Mais disons que ça aurait pu être le Magnus Opum de Marvel à l'époque. Enfin, ça pourrait être ça aurait pu être le From Hell, parce que pour moi, il y a vraiment un truc. Quand je l'ai lu, parce que les dimensions sont quasiment les mêmes. Donc c'est 366 pages de bons romans graphiques, très avec une belle couverture et tout, où il n'y a pas une seule couleur, où ça joue avec la richesse de tout ce que le noir et blanc peut faire en fait. À la fois en effet de texture, à la fois en effet de hachure, à la fois en effet de la neige, les scènes dans la neige qui sont incroyables. Avec voilà, où c'est très minimaliste d'un coup dans le trait, alors que moi c'était super chargé et tout. Vraiment, je me suis dit, on est sur cette race de grands romans graphiques à la From Hell, en fait, où tu redécouvres pourquoi le noir et blanc c'est magnifique, comment tu peux emmener un lecteur pendant des centaines de pages sans et puis la lâcher. BD, ouais, c'est ça, et puis la façon, enfin, bien sûr que la BD te transporte, c'est pas, enfin, c'est évident, il y a plein de trucs qui nous transportent, mais la façon, la puissance avec ce truc, la façon dont ce truc-là va te prendre justement, te faire, tu lâcheras pas le bouquin, ça va vous prendre 3-4 heures à lire, peut-être un peu plus si vous êtes lecteur un peu plus lent, tu vois, parce qu'après, il y a beaucoup de dialogue. C'est vrai, c'est très chargé et tout ça, mais la façon. De carnet, comment on appelle ça? De journal intime aussi. Ouais, vachement bien aussi cette narration. Pareil, c'est incroyable comment il arrive à se mettre dans la tête, justement, je sais pas si ses parents t'avaient pas des problèmes comme ça aussi, parce je sais pas, comment. 72 ans, il a quand même connu cette période, en fait, qu'il évoque lui. Il s'est inspiré d'un couple de potes ou quoi, mais l'humanité qui met, même pareil, par rapport au côté, le couple, donc le recruteur militaire, j'arrive pas à retrouver son nom, je suis désolé. Donc c'est un couple de noirs américains. Ça te parle de racisme aussi, ça te parle de la nana qui est vachement pieuse, vachement chrétienne, etc. Mais c'est fait, et même l'écriture des gamins, c'est fait avec une sincérité, mais vraiment, tu te dirais que c'est pas un vieux de 72 ans qui a écrit cette histoire-là, quoi. Enfin, encore qu'on peut créer des grandes histoires à 72 ans, c'est pas le problème, mais il arrive à donner une voix à chaque personnage, une humanité, une entièreté à chaque personnage. Alors en VO, du coup, il y a un vrai argot noir américain qui se développe. D'ailleurs, il faut une blague là-dessus en disant que quand il va à l'armée, il faut qu'il parle blanc, tu vois, entre guillemets. Ouais, bah c'est retranscrit quand même dans cette vanne. Et voilà, et puis pareil, le côté, enfin le daron, il lui donne, mais moi je me demande si effectivement il a eu un père abusif, comment t'arrives à canaliser justement cette angoisse, parce que les dialogues du père, c'est d'une brutalité, c'est d'une sécheresse, c'est d'une cruauté, mais c'est vraiment. C'est la scène où il reçoit son beau-frère là avec la façon. C'est insupportable. Enfin vraiment, c'est pas. Enfin, j'ai insupportable, voire insoutenable. En fait, ça dépend de votre passif aussi avec ce genre de truc, mais c'est. Et puis il faut être à l'aise sur tout ce qui est déformation corporelle, parce que le gamin qui perd un œil. C'est pareil, c'est des trucs, c'est pas de l'horreur en fait, mais c'est glaçant. C'est une certaine forme d'horreur, mais c'est une horreur quotidienne en fait, parce que ça arrive en fait, les gamins battus comme ça arrive en fait, tu vois, c'est tout ce il y a une grande partie en fait de ce qui est montré dans cette BD qui est justement, enfin c'est pour ça que le titre est magnifiquement choisi aussi sur les monstres au pluriel et tout ça, parce que ces monstres-là vraiment existent vraiment, et ça ne fait que te rappeler de la monstruosité, de comment justement ces monstres humains créent d'autres monstres. Et ouais, non, enfin, moi, je trouvais ça vraiment brillant. Enfin, voilà, je pense que c'est pas forcément. À mon avis, il y a des prix qui vont tomber. Hein, ça me paraît pas. Mais je ne comprends pas, tu vois. Alors, je ne sais pas si Delcourt l'a envoyé en sélection officielle à Angoulême ou si c'était trop tard par rapport à la sortie, mais il me semble qu'il est sorti quand même à temps. Enfin, je suis pas sûr de moi sur la date. Et je comprends pas dans ce cas s'il a été envoyé qu'il n'ait pas été sélectionné. Enfin, enfin, je sais pas, mais quelle bande dessinée, enfin, c'est quand même incroyable. Et un truc, parce que je parlais du côté Lindelof, en fait, c'est pas forcément pour rien, parce que bon, il y a un truc par rapport au deuil aussi, mais c'est plus le renversement de perspective en milieu de volume qui, pour le coup, mais il y a peu de BD qui font ça. Enfin, non, vraiment, ouais. T'as des trucs t'as Promethea, par exemple, qui commence comme un truc super-héros, puis après qui devient une rêverie métaphysique très vite. Toi, Arnaud, qui l'a lu, en plus, tu le sais maintenant. Ouais, bah, bien sûr. Ou Sandman aussi, voilà, Sandman qui commence par un truc de super-héros, un peu, enfin, super-héros, de super-dieu un peu, puis après qui devient juste une sorte de compilation de rêverie, etc. Mais là, vraiment, quand il arrive à la maison et que toi-même tu ne sais plus ce qui est, parce que ça se mélange, parce que t'as une séquence qui est très très vite identifiable sur le mélange du présent et du passé, où tu finis pas, tu pars à comprendre, mais t'as cet instant de flottement où tu fais mais après ce qui se passe. Et en plus, comme on t'explique qu'il y a un shining qui permet de connecter passé, présent, vision, réalité, etc., tu te dis en fait qu'il est possédé à ce moment-là, parce qu'il rentre donc chez lui
à un moment donné où toute sa famille est plus censée être là, et sa famille est là et elle l'accueille dans sa forme monstrueuse, et au milieu d'une scène très quotidienne, très normale, et t'es immédiatement désarçonné, tu tombes de ta chaise, et tu te dis mais ça va s'arrêter, c'est qu'un flashback, et ça s'arrête pas, et ça continue, ça s'enrichit, ça devient de plus en plus monstrueux, hein, littéralement. Et non, mais vraiment, enfin, pour moi, on est dans de la vraie grande BD américaine. C'est McFarland, je sais retrouver, c'est la famille ouais. McFarland, exactement, ouais. les Noirs américains. Et puis ouais, voilà, c'est un style des trucs qui sont encore pertinents dans le présent par rapport au patriarcat, par rapport au nazisme, aux horreurs de la guerre aussi, un truc qu'on a tendance un peu à oublier. Il y a plein de grands récits qui parlent de ça, du traumatisme, du PTSD maintenant qu'on dit, hein, de ces mecs qui sont revenus après avoir découvert les camps, qui ont eu des visions affreuses et tout. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, les nazis sont devenus une sorte de motif, soit qu'on prend au présent parce que leurs idéaux se sont dilués dans un présent politique qui ne se cache d'être nazi. Mais tu vois, c'est pas Stormfront, par exemple, j'ai envie de te dire. Ça te rappelle que, en fait, non, c'était vraiment horrible et ça a brisé, en fait, des familles, des vies, et des vies à travers des vies qui ont engendré des vies ensuite. Donc, et c'est génial justement de commencer par un truc qui fait justement très série B, très Iron Sky, très tous ces films de Nazi exploitation, de Hitler zombie, où t'as un mec qui est encore là et qui veut Overlord, voilà, exactement, qui veut transmettre les idées du Reich à la Wolfenstein et tout. Et en fait, ça part de ça, ce côté vraiment très mécanique. Même que encore, enfin, il lui fait vraiment parler comme un vrai nazi, hein. Friedrich, c'est vraiment voilà, c'est par rapport à McFarlane, c'est le singe, etc. Mais pareil, il y a une la violence de dialogue. C'était vraiment, je pense, un travail de dépouillage corporel pour Winsor Smith, qui arrive vraiment à faire parler un nazi comme un vrai nazi, avec une froideur et du coup, c'est un réalisme. C'est Marc Duvaux qui a la traduction et qui fait un travail qui est admirable là-dessus. C'est vrai on devrait mentionner à chaque fois les traducteurs et tout ça pour les remercier de leur travail. Donc Marc Duvaux qui a quand même écrit le bouquin Comics USA, qui est le premier bouquin en France en fait à avoir été vraiment un bouquin d'analyse, qui parlait de bande dessinée américaine, qui est sorti il y a je sais plus combien d'années, qui a été réédité récemment avec justement une mise à jour un petit peu, quoi. Et donc là, qui fait un travail de traduction qui est formidable, et notamment sur la façon dont justement la sécheresse des certains dialogues, effectivement le côté horrible en fait dans Friedrich qui est un putain de nazi, et tu le ressens et c'est glaçant en fait, parce que tu ressens toute la haine en fait dans les mots, la façon dont il traduit. On n'est pas dans un 117, on n'est pas dans un biopic sur c'est vraiment, c'est un vrai putain de nazi. Pareil pour Roth, le Major Roth. Sergent Roth, Sergent Roth, non, Major Roth. Ouais, je sais plus. Sergent Rock, Major Roth, qui justement voilà incarne vraiment le côté l'Amérique militaire, homophobe, sentimenté. Alors je sais pas comment il traduit fagot du coup, mais voilà. Tapette, je crois qu'il y a Tapette ou PD qui est écrit de son. Voilà, c'est vraiment, en fait, il y a vraiment une brutalité. C'est la brutalité de l'humain en fait. Moi je dis, Winsor Smith, je connais pas beaucoup son background de scénariste parce que je n'ai pas lu ce qu'il y avait chez Valiant. Je ne pensais pas qu'il avait ce talent. Il a fait d'autres graphic novels juste avant en fait en solo aussi. Il a fait plusieurs creator rounds en fait. C'est très bien parce que ça rattrape rétroactivement. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et franchement, ouais, non, mais quel incroyable projet. Enfin, sortir ça à 72 ans au terme d'une carrière qui était déjà très riche. Ouais. C'est une légende de Marvel, Winsor Smith, c'est une légende de Conan, etc. Mais là, franchement, on est dans un tout autre registre. On est dans un vrai chef-d'œuvre. Et enfin, c'est merveilleux quoi. Ça méritait ses ans de travail, j'ai envie de dire. Ah ouais, non, clairement, il avait fait Opus, un récit autobiographique, donc entre 99 et 2000, et avant, dans les années 90, il a fait 3 titres indépendants qui s'appellent The Freebooters, Young Gods et The Paradox Man. Voilà, donc des titres sur lesquels il faut aller un petit peu se renseigner pour rattraper notre retard, puisque voilà, toujours plein de trucs à découvrir. Plein de trucs à découvrir, et quelle découverte. Donc voilà, ça coûte 34,95€ chez Delcourt. Clairement, c'est un très très bon investissement. Faites-le vous, offrez-le vous pour Noël, ou offrez-le à Noël, je sais pas, mais allez découvrir Monstre, parce que c'est une dinguerie. Par contre, voilà, si justement vous êtes issu d'une famille violente ou un truc comme ça, peut-être voilà, trigger warning là-dessus. C'est ça, trigger warning. Sachez dans quoi vous embarquez, parce que ça peut effectivement. C'est brutal. Ça peut évoquer des trucs. C'est très très brutal. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi d'arriver à faire vivre tellement d'émotions en fait par le dessin. Vraiment, il faut que j'aille lire des interviews parce que j'en ai pas lu malheureusement de Winsor Smith, Barry, pour voir d'où est-ce qu'il sort ça, parce que ça me paraît vraiment trop précis et trop carré pour être pas au moins un truc très personnel, quoi. Ouais, puis après, moi, le seul truc que je me pose la question, c'est par rapport à la date de 1984, parce que je crois que c'est l'année de création du père de Bruce Banner, et je me demande en fait dans quelle mesure en fait les idées qu'il avait ont quand même été reprises par Marvel, même si il lui avait pas laissé faire les choses. L'histoire, a priori, il l'a écrite et il l'a présentée, donc elle a dû dormir dans un carton, et parce que, enfin là, clairement, comme tu dis, par rapport au père Banner, qui après plus tard se révélera être un alcoolique violent,
qui a beaucoup été utilisé d'ailleurs récemment, cette idée-là justement que mais la famille abusée c'était plus dans les années 90, donc c'était mais tu vois un que le petit peu côté le après, monstre quoi. de la colère qui est créé par justement cette allégorie du père violent qui transmet ce traumatisme à son fils, bah oui, enfin moi ça me paraît, enfin on peut faire le lien aujourd'hui très clairement. C'est juste, c'est juste une question de date, c'est juste une question de date en fait, tu vois, de voir. Faut quand même se rappeler que c'était un truc de 23 pages, hein, donc il aurait pas pu développer tout ce qu'il développe là en 23 pages. C'était vraiment, tu crois que c'était que pour 23 pages qu'il c'est proposait c'est ce qui était listé dans les trucs que le Guardian avait écrit dessus, et je crois que c'est ce qu'avait confirmé aussi Bleeding Cool. Mais personne n'a pu mettre le nez dessus. Donc, quelque part, j'ai envie de dire merci Marvel d'avoir refusé cette histoire. Hein. Bah bien sûr. À l'époque. S'il avait dû assouvir ça à l'époque, il aurait peut-être pas fait ce projet-là. Donc. C'est ça. Bah, après, il a mûri pendant 30 ans, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ouais, voilà. Donc c'est Shadow. C'est tout simplement c'est un monstre de bande dessinée. Et donc on vous encourage à aller le lire. Et on termine ce podcast là-dessus. Voilà. Donc on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que si jamais vous voulez nous soutenir indirectement, vous pouvez commander ces albums chez nos partenaires de Comic Zone. Et n'hésitez pas à nous faire votre retour sur les réseaux sociaux ou dans l'espace commentaire du site sur ce que vous avez lu ou pas, ou ce que vous comptez lire ou pas après nous avoir écouté. Puis merci de nous soutenir aussi en partageant ces podcasts. Et puis à très bientôt pour la prochaine émission. Salut! Salut!